Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le réseau Arts pour ce 14e épisode de Popcast. Je ne suis pas Alex Lecoq ou alors peut-être Alex Lecoq sans barbe. Vous le saurez dans le prochain épisode sans doute quand il reviendra. Et le Popcast, le réseau Arts... du coup. Spoiler, ouais, effectivement, je trouve qu'on est dans un âge du spoiler où les gens réagissent au moindre truc et je parlais de barbe à la base. Bon bref, reprenons, qu'est-ce que le Popcast, qu'est-ce que We Are Arts, qu'est-ce que Arts en général? Et ben écoutez, c'est le réseau de la culture populaire qui contient les sites Comics Blog, Sci Fantasy et 9e art, mais les gens qui sont autour de moi, à savoir Arnaud Kikou. Salut. Ça va Arnaud Kikou? Ça va très bien. Tu es aussi en compagnie d'Aquaman sur le banc des accusés. J'ai toujours Aquaman avec moi. Ça fait plaisir. Ouais, man. De l'autre côté, j'ai... Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, il y a que moi que ça fait plaisir, puisque voilà. Oui, c'est ça qui veut aller à côté de moi. En tant que... faites-lui, envoyez-lui un max de câlins en commentaire s'il vous plaît. Est-ce que Chris Evans pourrait l'inviter à l'avant-première d'Avengers? Peut-être. Alors, est-ce que tu traites tes petits camarades de N-word? On ne saura pas. Ce n'est pas le cas de Jay, en tout cas, qui est chill, malgré sa barbe assez offensive, assez viking, assez brutale. Ça va, Jay? Ça va. Nickel. Ok, super. Même quand il te répond, il est un peu brutal. Ouais, il est un peu direct. Ouais, mais il m'a balancé sur un petit... Ouais, je l'ai ambiancé. Non, mais je suis tout doux en fait, ça fait comme un oreiller, croyez pas que c'est pour être agressif. C'est vrai? Je pourrais tester de dormir une fois dessus? Ça se négocie. Ok, ça marche. Manu, on peut pas encore dormir sur sa barbe, mais peut-être bientôt. Comment ça va, Manu? Ça va très bien. Et toi, ça va? Moi, tranquille. Tranquille, Okay. Écoute, je suis pas Un homme qui a vu Star Wars? Un homme qui a vu Star Wars Les Derniers Jedi, et d'ailleurs je vous donne rendez-vous en fait dès maintenant parce que je pense que le podcast sera déjà en ligne. Donc il y a déjà un podcast avec nos amis de Planète Star Wars en direct et Star Wars Universe, mais il y aura bien sûr un podcast en compagnie de la rédaction en vidéo que je vous inviterai et que je vous invite d'ailleurs parce que tel une sorte de looper en fait, pour faire une petite référence à Ryan Johnson, suis à la fois dans le passé et dans le présent, le time foam à la Kojima. Donc du coup on va passer aux news avec le trailer de Death Stranding. Non, on va commencer par Comics Blog. Mais un trailer, puisque cette semaine, on a décidé, on va faire un truc spécial trailer, puisqu'il y a eu énormément de trailers qui sont tombés la semaine dernière, et c'est normal, on approche en fait de la sortie du plus gros blockbuster de l'année, à savoir Les Derniers Jedi, et donc il y a pas mal de studios qui disent tiens, je calerais bien une petite bande-annonce, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller voir ce film. Et on a commencé par un Spider-Man animé, qui en fait s'appelle Spider-Man Into the Spider-Verse. Exactement, avec l'accent c'est mieux, qui s'est dévoilé à la Comic Con Brasil, c'est ça? C'est ça, c'est le CCXP, c'est la Comic Con de Sao Paulo. Ok, et messieurs, alors d'abord Arnaud, tu vas nous présenter le film, vas-y, go. Alors, je présente un peu l'historique du film. C'est vrai que moi, j'ai vu que je ne connaissais pas Marvel il y a encore 2 mois. J'ai dû refaire un peu les recherches. Spider-Verse, ça te dépasse quoi. Alors, Spider quoi? Spider-Verse. Ah oui, pardon. Donc, c'est un film dont on avait entendu les premières rumeurs en 2014, il y a 3 ans quand même. Ça m'a surpris. Et en fait, c'était depuis le début d'année en fait, qu'on savait que Phil Lord et Chris Miller allaient écrire ce film réalisé par Columbia et Sony Pictures, donc en association. Un film donc, dont le personnage principal sera Miles Morales, qui est donc le jeune personnage qui a repris dans l'univers Ultimate le masque de Spider-Man après la mort de Peter Parker. C'est bien, elle a bossé. T'as bossé toi? J'avais lu Ultimate Spider-Man, qui a glissé dans l'univers classique. Dans l'univers classique. Depuis, Merci de me le préciser du coup. C'est vrai que moi je m'étais arrêté à Ultimate à l'époque. Mais du coup, il sera dedans. C'est réalisé par contre, les noms des réalisateurs, j'ai un peu du mal parce que c'est pas des personnes qui sont ultra connues, même s'ils ont déjà quelques jolis travaux à leur actif dans le domaine de l'animation. Donc il y a Bob Persichetti qui était notamment storyboard artist sur Wallace et Gromit et le Lapin-Garou. Donc il a d'autres crédits moins glorieux, mais disons que je retiens les choses qui font plaisir. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Et c'est également Peter Ramsey par contre qui n'en est pas à son premier film, puisqu'il avait déjà fait aussi Les 5 légendes. C'était un film d'animation de Noël, pas trop mal, qui réinventait un peu les figures justement des contes populaires. Donc c'est plutôt bien parti, surtout que Phil Lord et Chris Miller, à qui l'on doit notamment The Lego Movie, les 21 Jump Street, sont des... enfin moi j'aime beaucoup leur écriture, clairement. T'as dit quoi? Han Solo, t'as fait la blague, c'est ça? Il a fait la blague. Il a fait la blague. La classique, le petit troll sympa quand on parle de Lord et Miller. Et je pense que par contre, au vu de l'orientation, ça va pas l'air d'être non plus super drôle.
mais du coup c'est quand même des scénaristes que j'apprécie beaucoup. Donc le trailer en tant que tel donc, nous présente Miles Morales avec 2 costumes différents a priori. Donc ça c'est un peu la question qui est en suspens là-dessus. Justement le fait de se mêler dans le Spider-Verse, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs porteurs de costumes puisqu'on voit aussi à la fin a priori Peter Parker, même s'il y a un plan où on voit une tombe avec les initiales. Oui, parce PP. qu'en gros c'est établi qu'il a repris la suite de Peter Parker dans son univers et il va rencontrer le Peter Parker peut-être de la Terre classique ou d'une autre Terre qui va arriver pour... Et d'après les rumeurs, on sait qu'on pourrait avoir Spider-Gwen et d'autres... À partir du moment où tu sors Spider-Verse, il y a Spider-Gwen... Il y a Spider-Ham, il y a toute la famille. Quoi. Moi, je voulais voir Spider-Ham dans le trailer, que j'ai aimé par ailleurs. Messieurs, vous en avez pensé quoi de la bande-annonce? Moi, je trouvais ça cool. Pour l'instant, c'est un teaser, quoi. Graphiquement, je trouve ça vraiment pas mal. C'est un truc, ça doit durer 1 minute, 1 minute. C'est 1 minute 30, ouais, c'est quand même plus qu'un simple teaser. Et puis, c'est pour Noël 2018, donc on sait que pour l'instant, on a les premiers travaux et qu'il y a encore pas mal de boulot derrière et qu'on aura des vraies bandes annonces dans l'année, quoi. Mais pour l'instant, ça m'a bien chauffé. Je trouve que ça a l'air cool, quoi. C'est pas la première adaptation du Spider-Verse parce qu'en animé, ils l'ont pas mal décliné. Mais l'animation a l'air de déchirer et vu l'équipe derrière, je pense que ça va donner quelque chose de bien. Ouais, parce qu'en termes d'animation, tu as quand même une sorte de procédé qui ressemblerait presque à du stop motion, en un tout petit peu plus rapide pour qu'on n'arrive pas vraiment à cerner que c'est du stop motion. Puis il y a une direction artistique que moi personnellement je trouve assez folle, quoi. Avec des tons néons en fait qui sont un peu dans l'air du temps au final de ce qu'on peut voir de toute façon dans la culture pop récemment. Et même en termes de réal, en tout cas les quelques plans qu'on a vus, il y a quand même juste la chute du toit de l'immeuble, la façon dont c'est filmé, c'est ultra dynamique. Et de voir ce genre d'animation justement sur grand écran, parce que c'est justement sortir au ciné du coup. Ouais, c'est une sortie au ciné et vu qu'en termes de super-héros on se contente pas mais on a que du live action ces dernières années, je pense que si ça marche bien et que ça permet d'ouvrir des portes pour avoir du cinoche de comic books mais en animé, sachant qu'il y a les Indestructibles 2 qui arrivent bientôt aussi. Ouais, si ça permet de redonner une sorte de petite vibe là-dessus et que ça permet d'avoir des films animés pour le grand écran avec les moyens que ça sous-entend derrière, on peut vivre une sorte de nouvel âge d'or du cinéma de super-héros. J'adore je sais pas si ce sera très présent dans le film ou pas, mais avec la petite scène de la voiture, on voit son Spider-Sense qui se déclenche 2 fois d'affilée pour éviter 2 voitures. Et je me demande si ça va être vraiment épileptique à ce point-là où quand il y a beaucoup de danger sur un enchaînement d'actions, il va le ressentir tout le temps et qu'on l'aura à l'image. Je trouve ça hyper bien comme procédé parce qu'effectivement, comme tu disais, on a l'impression qu'il y a une histoire de stop motion, alors que c'est quand même assez fluide, mais pas complètement. Et coupé par ce truc-là, dans cette scène en particulier, je trouve que ça donne vraiment une énergie folle. Et puis ce petit côté, un petit peu années 80, nostalgique aussi, on va pas se cacher, avec les couleurs flashy et tout. Mais... En même temps, s'il y a un super-héros sur lequel tu peux facilement calquer de l'animation, je pense que c'était Spider-Man, l'univers visuel. Et puis même, comme tu dis, la représentation des pouvoirs, surtout ce Miles qui, là, sera peut-être cassé le début, mais par la suite, on sait, peut se rendre invisible, toucher les mecs pour... les empoisonner, etc. Donc il y a plein de trucs sur lesquels tu peux jouer facilement en animation, alors qu'en live action ça pourrait paraître un petit peu délirant. Donc on a hâte de découvrir ce film qui sort en décembre 2018. Et qui sait si il s'inspire un peu de Spider-Man pour la première rencontre Miles-Peter, on aura peut-être du Mysterio du coup. Je serais ravi, parce que c'est vrai que j'avais une petite question en stock, quel vilain, c'était histoire de... C'est Prowler qui était annoncé. Ouais, mais bon... Je pense que pas tout seul, vu le calibre de ce vilain-là, je pense que peut-être. Mais c'est le Mysterio Ultimate, tu vois, c'est pas celui qui a le bocage sur la tête. Mais bon, je prends. Phil, Chris, je prends. Passons à Sci Fantasy avec du coup une news dans la news. En fait, j'ai réussi à caler 2 trailers, puisqu'on a eu 2 gros trailers cette semaine sur Sci Fantasy, dont un à l'occasion de cette même Comic Con. CCXP, c'est ça? C'est CCXP. Comic Con Experience en fait. J'étais pas du tout. Mais donc les trailers de Jurassic World Fallen Kingdom, qui est en fait le 2e Jurassic World et la suite de celui qui était sorti en 2015 par Colin Trevorrow. Et ensuite le trailer de Ready Player One. Et du coup, pour mixer tout ça dans une seule news, je me suis dit voilà, on va faire une news sur les productions Spielberg du moment, puisque le 2e est réalisé par Spielberg et le premier est produit par Steven Spielberg. Et effectivement, je triche un peu puisqu'il est également produit par Colin Trevorrow, quelqu'un qui a encore à faire ses preuves d'après ce trailer de Fallen Kingdom que j'ai personnellement détesté. Pourtant c'est Bayona derrière. Oui, et je sais, mais c'est vrai que visuellement... Ça m'étonnerait pas que Trevorrow ait supervisé le trailer, mais... Ouais,
Bah, sa défense était encore une fois une limite sur Twitter. Je pense que c'est Arnaud c'est Arnaud ce matin qui m'a appris qu'il avait dit, ou peut-être JB qui se cache derrière la C'est les caméra. 57 premières minutes. Voilà, c'est tiré des 57 premières minutes. C'est super. Trevorrow qui a dit ça Ouais. Ouais, c'est très bon, Il a dit ça pour dire vous inquiétez pas, le 3e acte n'est pas gâché par la bande-annonce du coup. Ce qui est plutôt cool, mais autre chose qui est plutôt cool, c'est aussi la direction artistique. Enfin, visuellement, je trouve que le film a quand même une autre gueule que Jurassic World. Après, on a toujours un peu l'impression de revoir cette fameuse porte ouverte, puis détruite, puis ravagée par la nature. Donc, j'ai l'impression que je revois toujours les mêmes images avec les films Jurassic Park. Enfin, je sais pas si vous avez la même impression, mais tu sais, ne serait-ce que tu sais, moi, le j'ai vomi dinosaure dans qui est dans la ce trailer. boutique et qui d'un coup, on pense que c'est un jouet et il se déplace et tout. Enfin, j'ai trouvé qu'en termes d'ambiance. C'est le seul truc cool de ce trailer, je trouve. Ouais, mais ça c'est un truc un peu plus... tu vois, c'est là où j'attendais Bayona, peut-être sur plus des petits trucs comme ça, un peu plus charmants que Trevorrow et sa grosse machine. Et derrière, c'est tout de suite la grosse machine à la Trevorrow et à la Derek Connolly, son acolyte de toujours, qui a co-scénarisé le film. Donc avec Colin. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce Fallen Kingdom? C'est une catastrophe. Bah, le casting, c'est impossible quoi. Enfin, cette ouverture avec Pratt qui drague Bryce Dallas Howard. Ah, j'étais pas bien. Tu sors avec un comptable? J'étais vraiment pas bien. Bon, déjà, bon, les deux, je trouve pas, c'est pas des acteurs exceptionnels. Chris Pratt, il a une super hype, mais c'est clairement en train de retomber à plat. Ouais, voilà, exactement. Et Bryce Dallas Howard, bon, il a jamais touché les cieux. Hein. Moi, je l'avais aimé dans Lady in the Water à la limite de Shyamalan, mais c'est bien tout. Et là, de les mettre comme ça, enfin de réunir les persos comme ça du film précédent pour dire regarde, ils ont un problème. Avec qui t'as ils vont pas se d'empathie réunir. en fait. Hein. Ah, t'as pas d'empathie du tout. Enfin, elle va recourir en talons. La blague va vraiment marcher en fait. Elle va vraiment recourir en talons dans le parc. Quoi. C'est pas quoi que là, ils partent exprès pour la mission un peu. Donc, elle va peut-être mettre des chaussures quand même. Mais je trouve ça détestable. Et puis cette image de fin. Enfin, on est en quelle année quoi pour faire ça J'ai plus en tête l'image. Bah, le volcan, Chris Pratt, tyrannosaure. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais, quand même. Hein. Mm. C'est assez. C'est vrai. Ça se veut iconique. Parce que c'est vrai qu'on Et n'a du pas coup, trop c'est parlé du pitch, mais je pense que chacun, en donnant son avis sur le trailer, On va en parler. Voilà, finira par aborder cette promesse qui est complètement délirante d'aller sauver des dinosaures. Alors, je trouve l'idée intéressante de est-ce que la vie créée par l'homme vaut pareil que la vie voilà, naturelle apparue comme ça, pouf, comme ça dans la nature. Donc, est-ce que les dinosaures peuvent être sauvés autant que les petits koalas d'Australie? Pourquoi les koalas, je ne sais pas, mais parce qu'ils sont mignons comme les Ils dinosaures. sont un petit peu en danger. Ils sont aussi accessoirement un petit peu en danger. Donc Manu, est-ce que tu peux justement nous donner tes impressions sur le trailer et notamment par rapport au pitch, parce que je crois que tu es comme moi, J'ai trouvé ça horrible et j'ai trouvé ça ridicule. Après avoir maté le trailer, je suis allé voir ma femme, j'ai expliqué le pitch. Elle était morte de rire, quoi. Enfin, c'est vraiment un enfant de 10 ans qui raconte ça. Et en plus, ce pitch est montré dès ce trailer pour justifier le retour de Jeff Goldblum, parce qu'on sait qu'il va intervenir qu'à ce moment-là dans un comité il sera jamais sur l'île avec des dinosaures, faut pas rêver. Et non, faut pas rêver, je pense. qu'il y a un mecha. Non, pardon. Ils ont avoué qu'il avait un tout petit rôle dans le film. Mecha Goldblum. Donc, je pense je crois qu'il l'a précisé. Ouais. Mais non, cette idée, tout à l'heure on disait qu'on n'avait pas d'empathie pour les personnages, et en plus ils essayent de... Enfin, non, on n'a pas cette empathie, et ils essayent de jouer dessus, et sur l'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis de cette relation Chris Pratt avec ses raptors qu'il a élevés, tu vois, qui est le seul prétexte pour qu'il retourne sur l'île, on te balance dans le trailer, et pour moi ça fait... toute cette bande-annonce est déjà un écho à la fin de Jurassic World, où t'avais le bro T-Rex et le bro Raptor pour aider Chris Pratt et les talents de Bryce Dallas Howard. Et du coup, c'est le rappel du pire, et ça n'a pas du tout marché. Et j'ai vomi cette bande-annonce, et j'ai même pas trouvé de plan dinosaure beau dans l'histoire, tu vois, ce que j'aurais pu chercher d'un film Jurassic Park, parce que c'est débile, quoi. J'ai trouvé ça purement débile. Mais en plus, je salue nos confrères américains de Birth Movie Dev qui ont fait un article qui m'a fait extraordinairement plaisir. Cut the shit and go straight to Dinosaur with Machine Guns, en hommage au script avorté de Jurassic Park 4 qui parlait d'hybride entre des soldats et des dinosaures, ce qui est plus ou moins déjà le cas dans Jurassic World, et qui, en gros, pourrait être le cas, la fameuse conspiration derrière tout ça, parce qu'on imagine qu'ils vont tomber sur des militaires qui vont vouloir récupérer les dinosaures. Le personnage de Donofrio dans le premier. Oui, voilà, j'imagine que les mecs vont revenir sur l'île pendant que le volcan éclate, donc il y en a qui seront là pour les sauver et d'autres pour les capturer et en faire des drones, ce qui est un pitch au moins aussi con. En tout cas, ce qui est aussi con, c'est qu'ils se prétendent plus intelligents qu'un pitch avec des dinosaures avec des mitraillettes, ce qui est autrement plus cool. Tu confirmes, Arnaud?
Oui. Et t'en as pensé quoi du trailer? Moi j'ai bien aimé ce que Chris Pratt et tout, il devient ami avec un T-Rex et je trouvais ça cool. Ok, passons donc à Ready Player One. Parce que dans le premier, déjà il faisait de la moto avec les Raptors, moi j'ai trouvé ça trop stylé. Et là franchement il va devenir pote avec un T-Rex, franchement tu t'attends à quoi? C'est genre, Il n'est jamais vraiment pote avec le T-Rex, c'est la nature qui le remercie d'avoir été gentil avec les Raptors, tu vois. Ouais, je sais pas si j'ai envie de mettre une sorte de... Parce qu'il y a quand même le T-Rex qui vient le sauver dans le trailer. Ouais, mais il le sauve et... En fait, il vient, il bouffe le truc. Une fois qu'il a le truc dans la bouche, il va pas bouffer aussi Chris Pratt. Mais rien que là-dedans, tu vois, le message de Jurassic Park, c'est quand même que enfin, tu vois, la nature reprend toujours ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, l'idée que maintenant, ça c'est les Jurassic humains. Park, c'est le contraire. Ouais, Ils voilà. apprivoisent la nature. Et puis aussi que la nature tue la nature avec le volcan. Tu vois, quelque part, le volcan, ça pouvait symboliser le fait que, voilà, elle tuait une anomalie et que elle tuait l'homme, elle tuait la nature créée par l'homme. Enfin, il y avait. Voilà, j'ai l'impression de parler comme Ian Malcolm. Oui, mais bon, bref. Mais d'ailleurs, il y avait un message dans Jurassic World où ils avaient réussi à placer ce sous-texte du à l'intérieur. Ils critiquent le fait que le public veut toujours plus gros et plus débile, tu vois. Et ils le font et ils le répètent sur le film d'après. Ouais, mais c'était déjà borderline sur le premier film. Ah quoi, oui, non, mais c'était un message qui a été placé là et la prod s'est dit on va le laisser, mais on sait qu'on fait ça, quoi. Tu sais, c'est comme quand Deadpool il dit oh là là, les incohérences dans les films de super-héros, alors qu'il y en a plein dans son propre film, tu vois. Genre. Bon, bref, passons à Ready Player One. Le troisième, c'est toujours le pire. Là, c'est le retour de la boule. Ah ouais, de Fort Boyard? Non, de la boule du premier. La boule de Jurassic World. Ah oui, je sais. Oui, qui est là juste pour le kiff. Ils l'ont repris, on ne sait pas pourquoi. Moi j'avais bien aimé dans le premier, c'était super chouette quand ils se baladaient dans le parc, dans la boule et tout. C'était un super voyage. En 3D, c'était vachement bien. Mais ce que je préfère, c'était vraiment quand Chris Pratt il faisait de la moto avec les vélociraptors. Je pense que c'était vraiment super chouette. Bah, je pense que du coup, tu as beaucoup aimé le trailer de Ready Player One où on ne voit pas de moto, mais on voit énormément de voitures. Si, on voit la moto d'Akira quand même. Donc je dis une petite bêtise. Toujours adapté du roman d'Ernest Cline, qui est en train d'ailleurs d'écrire un deuxième, subitement comme ça, d'un coup. Ah, tiens, une suite. Quelle surprise. Quelle surprise. Et qui sortira en mars sur nos écrans pendant que Jurassic World est attendu pour le 6 juin 2018. Donc Ready Player One est un peu plus proche de nous et s'est dévoilé dans une deuxième bande-annonce bien plus je t'en mets plein la gueule que la précédente. Et c'est toujours un film de Steven Spielberg par contre, ce qui donne pas mal de foi aux gens, malgré le roman qui a plutôt mauvaise presse, d'après ce que j'ai pu comprendre. Je ne l'ai pas lu moi-même. Ouais, c'est sur l'écriture, parce que c'est écrit de façon dégueulasse. Oui. Et c'est que de la référence dans tous les sens en fait. Ouais, mais à la rigueur, parce que ça a plus de sens au cinéma. Ouais, ça a peut-être plus de sens au cinéma, mais donc avant qu'on se lance dans le débat sur ce fameux trailer, je précise, je vois beaucoup de gens qui sont là. Voilà, il y a une espèce de guerre entre les gens qui ont mis ça dans le même sac que Stranger Things, que je peux comprendre, parce qu'a priori, si tu connais pas l'œuvre originale, tu ne vois que des références, parce que le trailer ne se vend que ça. Désolé, ami Spielberg sexuel, le trailer ne me vend que ça. Hein. S'il n'y avait pas marqué Steven Spielberg, je pourrais pas deviner. Donc si j'étais pas cinéphile, par exemple, peut-être, hein, voilà, ne soyons pas trop élitistes. Et de l'autre côté, du coup, les gens qui ont lu le bouquin ou comprennent potentiellement, hein, parce que encore une fois, même Spielberg peut se faire matrixer. Je pense qu'on a pu, je pense qu'on peut en convenir tout de même. Il n'est pas infaillible, l'ami Steven. Et du coup, voilà, eux sont plutôt du style, oui, mais le propos de Ready Player One, c'est donc une société dystopique, et puis finalement la culture populaire sert de refuge, puis d'arme contre l'oppresseur par les opprimés, qui sont en gros les petits gamers dans leur chambre. C'est super borderline par rapport à ce qui se passe ces derniers temps sur Internet, mais passons plutôt au trailer. Que vous a-t-il procuré en termes de sensations? Tu m'as l'air, moi, pareil. Bah, je suis pas bien, parce que le déballage de rêve comme ça, bon ok, je vois l'œuvre, effectivement, j'ai vu quelques pages passer sur Twitter, des trucs pas très propres, qui sont que de la référence et tout, donc déjà ça fait pas très plaisir. La planète Zemeckis avec la DeLorean. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, tu vois, j'ai peur de ce truc-là, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, petit secret d'avant-tournage. Mettre une DeLorean, une Tortue Ninja à côté, ça fait pas un bon film, tu vois. Alors je comprends le plaisir, et je suis le premier sur le premier trailer où j'étais là, ah tiens, c'est rigolo quand même d'essayer de spotter tous les trucs et tout. Ça va être dans un film entier, ça va être impossible de tout voir, ça va être trop marrant. Ils ont mis du Overwatch en plus maintenant. Ils ont mis du Overwatch, tu vois, il y a plein de licences Blizzard dedans. Et effectivement, je suis comme toi, s'il n'y avait pas ce nom de Steven Spielberg collé, et un réalisateur ne serait-ce qu'un iota en dessous de lui, tu vois, j'aurais presque envie de pas le voir ce film tellement... En fait, ça va tellement loin dans ce qu'on voudrait que c'est presque une hérésie. Bah ouais, je pense qu'il arrive à la fois, je comprends pourquoi il est fait aujourd'hui, mais en même temps, le faire aujourd'hui le rend autrement plus dangereux potentiellement. Ouais, tu vois, s'il se plante, vraiment, il va se faire défoncer, quoi. Ouais.
Voilà. Et une mauvaise utilisation. Bah, Spielberg est quand même bercé dans la pop culture un petit peu. Il a traversé une époque assez fournie en références. Bien sûr. Il en a rajouté. Qu'il a aidé à créer, par exemple. Bah ouais. Oui, en plus, En oui. fait. Et complètement même. Il a rajouté des trucs plus récents, comme tu disais Manu, du Blizzard. Et j'ai hâte de voir comment tout ça se répond. Et j'ai peur qu'il tombe dans la facilité à côté de l'histoire, des persos que tu vois pas longtemps viennent faire des caméos à base de blagues, tu vois. Je vois bien une tresseur passer et faire une blague avec son avance rapide et tout. Je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça, tu vois. Et ça, je pense que le film peut-être va me plaire dans sa réalisation, dans peut-être l'histoire qu'il raconte, ça a pas l'air si inintéressant que ça. Je suis un gamer moi-même, alors je peux m'imaginer un peu cette société. Mais ouais, dans tous ces caméos, dans ce déballage de trucs, voir comment c'est utilisé. Si c'est des armées, comme on voit dans le trailer, pourquoi pas, ça me va. Et que s'ils se mélangent tous et que c'est dur à comprendre, j'aime bien. Mais si c'est trop easy et que tu les vois les uns à la suite des autres, non, c'est même pas la peine, quoi. Parce que c'est bizarre, c'est un côté très Lego Movie en fait. Ouais. Avec toutes les licences de Warner Bros. Qui produit le film d'ailleurs. Moi je trouve que ça a un côté Lego Movie sans le fun, Ouais, voilà. et sans le message assez intéressant de Lego Movie. J'ai l'impression que c'est un Non, on sait pas encore. Moi, pour moi, pour l'instant, ça ressemble à un enrobage de références un peu gratuites et lourdes, de ce que j'en vois pour l'instant. Autour d'une intrigue qui pourrait être Divergente 5, j'en sais rien, tu vois, ça serait pareil, quoi. Et Le tac, coup de coude dans ta mère, Steven Spielberg. bah, franchement, c'est ce que j'ai l'impression que c'est ça, quoi. J'en vois pas grand. Enfin, de ce qu'on nous présente dans l'intrigue de ce trailer, qui nous présente quand même le plot du film. Après, Voilà. Ben Mendelsohn en méchant, par contre, quoi. Ouais, Ben Mendelsohn, Ça, mais c'est- si c'est pour faire un mauvais méchant, j'ai pas trop envie. Ça, c'est. Ou c'est. Ah, c'est cadeau, j'adore. Ouais, J'adore Ben Mendelsohn. Et puis le voir faire un méchant, c'est toujours un plaisir. Donc, faut pas qu'il soit collé au méchant toute sa T'as eu vie. Rogue One l'année dernière, t'auras Ready Player One cette année, Ouais, puis t'auras puis pas Captain beaucoup Marvel d'en l'année plus. prochaine. En plus, Dans 2 ans. j'ai quand même le sentiment que ça va être l'enfer à vivre au ciné, ce visionnage. Parce qu'on va voir tous les gens qui vont gueuler à la moindre référence, ça va me saouler très vite. Ah, c'est vrai ça, qu'on n'a pas pensé C'est un autre problème. à ne surtout pas voir sans au Grand couple. Rex en avant-première. Ils sont en couple qui feront hey, t'as vu Alors ça, c'est Trésor. Elle est dans le Call of Duty, le dernier, de Blizzard. Arnaud, t'en as pensé quoi? Ah bah c'était vachement bien, il y avait plein de références, j'ai kiffé. Est-ce qu'on peut récupérer... Il y a des- Excusez-moi, Il y a sécurité... des strokes à Harley Quinn, il est content. Ouais, c'est Ah ça. oui, c'est vrai qu'il y a Joker. Il y a Joker et Harley Quinn cette fois. Deathstroke, c'était dans le premier trailer. Voilà. Je croyais que c'était encore Deathstroke, moi. Non, il a Non, un non, chapeau c'est- et du maquillage. Ah ouais, ok. sinon c'est Joker. Ou alors c'est Deathstroke déguisé en Joker. Pas con là. Moi j'ai revu la même scène que Le le twist trailer, pour donc il y en a les peut-être une autre que DCU. j'ai pas vue, c'est pour ça. Mais on sait que par rapport à ce que disait, je fais une parenthèse avant de te laisser la parole Arnaud, ce que disait Jay, c'est que les personnages qui auront un rôle ou un petit caméo, on sait par exemple que le géant de fer, je crois que ça avait été annoncé en même temps que le premier trailer, le géant de fer il a un rôle, enfin, c'est un supporting character dans le film, mais c'est une licence Warner Bros. Pratique. Ce ne sera pas le cas par exemple de cette chère tresseur. Donc tu voulais dire Arnaud? Oui, donc non, je vais arrêter de dire que j'ai tout aimé. Ça me Oui. laisse assez de marbre en fait, mais je suis peut-être pas aussi craintif que mes collègues Jay et Manu là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a passé l'intrigue sur le faux propos sur la réalité virtuelle qui peut juste amener en fait à un film typé bon divertissement, enfin divertissement tu vois. Ouais, l'enchaînement de références à l'appel, ça va pour un trailer, mais c'est vrai que si c'est dans le film comme ça, enfin tu vois déjà de toute façon sur les internets 15 000 articles genre cette référence que vous n'avez pas vue, cette référence, les 30 C'est références. un film à ça. Genre les gars en fait, En plus, moi je trouve que pris dans le contexte de la... surtout que ça a l'air très premier degré en fait. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que pris dans le contexte de la filmo de Spielberg, où je suis désolé pour ceux qui l'aiment beaucoup, et j'ai découvert récemment via Twitter en me faisant un petit peu attaquer de toutes parts qu'il y avait une grosse fanbase de Spielberg sexuel où waouh, on peut pas vraiment critiquer Steven Spielberg. Alors moi je suis un admirateur du bonhomme vraiment au premier degré, mais ça m'empêche pas de dire qu'il y a certains de ses films que je n'aime pas quoi. Comme Mais Terminal. en l'occurrence, moi je trouve qu'il y a une espèce de, tu sais, il y a un côté dans ce trailer un peu surenchère qui n'est pas forcément du fait de Spielberg, ou peut-être aussi de Warner Bros ou de l'agence qui monte le trailer, mais ça fait un peu, ouais, ces derniers temps, vous avez eu du Spielberg qui fait du biopic historique, des films pour enfants, donc là on va te montrer que Spielberg c'est toujours King of the Nerds, tu vois, sauf que t'es là, bah non, plus vraiment, et c'est tant mieux, tu vois, qu'il passe aussi à autre chose. Enfin bref, bon, si vous vouliez... Ouais, juste un petit truc, Vas-y. c'est Spielberg, quand tu parles de ça, il a un peu ce don d'être toujours au-delà de tout reproche. Alors, c'est pas une qualité, je trouve. Parce que c'est bien d'un peu de confronter le spectateur parfois, de lui déplaire exprès pour faire un peu les montagnes russes dans ton film. Surtout qu'il fait tellement de films que ça Ouais. paraît délirant que tu puisses pas le critiquer, il en fait quasiment un par an, donc si tu peux pas critiquer un film par an... mais tu vois, il est pas fade. Je vais pas dire qu'il est fade, le gars.
mais il se place toujours, grâce à sa technique et à ce qu'il a inventé ou découvert dans le cinéma, il se place toujours là. Je me place là et puis je vous regarde et puis vous pouvez trop rien me dire. C'est un peu sur le fil, quoi, toujours, tu vois. Il fait un peu ce que les gens veulent aussi, souvent. Puis il y a ce moment aussi où tu fais ok, il fait un film avec bardé de références et un peu pour montrer justement sa position de je fais partie intégrante de la pop culture que vous consommez tous. Et il y a cette posture presque de vouloir être encore à la mode entre guillemets, alors que bon, enfin, je veux pas dire qu'il a fait 100 ans, mais je trouve que c'est un peu. C'est pas Scorsese non plus. Hein. Ouais, c'est ça, tu vois, il y a un peu une sorte de posture, un peu, j'ai l'impression, en voulant faire ce film qui fait genre je veux être encore à la mode alors que il fait partie de notre époque aussi. Tu vois. Mais ça peut aussi effectivement faire un trop-plein par rapport à tout ça, où tu sens que le mec veut prouver quelque chose alors qu'il a plus tellement à le faire, mais réponse en mars prochain. Et nous allons passer au dernier trailer de cette semaine et à la news 9e barre de la semaine, qui est donc du coup une autre bande-annonce, qui ne concerne pas Steven Spielberg, mais l'un de ses contemporains, mais en fait pas du tout, James Cameron à la production, et Robert Rodriguez, que James Cameron considère comme un visionnaire, à la réalisation, pour l'adaptation de Gunnem, le manga de, attention j'essaie de le prononcer correctement, vous êtes prêts? 1, 2, 3, Yukito Kishiro, ça va, c'était pas trop facile. dur. Facile, donc Gunnem qui sortira sous le titre de Alita Battle Angel, si je dis pas de bêtises, et qui sera donc réalisé par ce bon Robert Rodriguez, spécialiste du film sur fond vert, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque par exemple j'adore Sin City, qui était sorti, bon maintenant il y a quand même un petit bout de temps, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était plutôt nouveau, et j'ai une certaine sympathie pour ce bon Robert, et le fait qu'il cuisine pour ses acteurs, entre deux prises, paraît-il qu'il ne tient pas lui-même aucun objet filmique, il se contente de jouer de la guitare et de cuisiner, ce qui est aussi, qui sont deux autres qualités plutôt appréciables dans la vie. Mais bref, revenons à Alita Battle Angel. Arnaud, t'en as pensé quoi ce trailer? Si tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Avec tes grands yeux? Avec mes grands yeux, exactement. Bien ouvert. Exactement. Et je suis pas non plus le fan le plus hardcore de l'œuvre originale. D'ailleurs, c'est marrant que ça se dise Gun M, je pensais que c'était Gun. Mais Personne ne sait. Ok. Personne et du coup, alors, je reviens même pas sur effectivement la façon dont ils ont modifié la tête de l'actrice principale pour lui donner des gros yeux, comme un peu dans le manga. Mais juste l'impression générale que j'ai trouvé, je trouvais juste que ça avait un rendu beaucoup trop propre à l'image par rapport aux souvenirs que j'ai dans le manga, qui était quand même assez, pas crade non plus, mais je trouve que c'est quand même une histoire qui est assez dure, qui est violente, et c'est c'est vraiment une sorte d'ambiance en fait que j'ai pas du tout retrouvée dans les images qui m'ont été montrées, quoi. Faussement urbain. C'est un peu très trop couleur lumineux. sable, tu vois. Ouais. T'as des teintes de beige, des trucs comme ça, et t'as pas ce côté un peu urbain, je trouve. Ouais, mais même, vraiment des CGI aussi, c'est vraiment tout très propre, très lisse, et je trouve que du coup ça perd vachement en authenticité. Et pourtant il y a un côté un petit peu étrange quand même dans les designs, etc. On sent qu'ils sont quand même restés vachement proches de l'œuvre originale, je trouve. À part feuilleté, j'ai pas lu le manga, je vais pas dire de bêtises donc, mais... J'ai dû lire le premier qui doit être à la rédac. J'ai dû lire le premier il y a très très longtemps aussi. Visuellement, je trouve que la façon dont sont représentés les cyborgs, c'est pas du tout une approche hollywoodienne. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a des influences quand même beaucoup plus japonisantes qui sont digérées là-dedans. Qu'est-ce que vous avez pensé du trailer, vous deux, monsieur? Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai voulu m'en préserver avant de découvrir. Je t'avoue que je sais même pas trop quoi en penser. Je trouve que ce fameux design, entendu parler d'Uncanny Valley, de choses comme ça, j'ai pas cette sensation-là. Mais est-ce que c'est pas le propos aussi, puisqu'on crée un cyborg quelque part? Est-ce que c'est pas normal qu'il nous dérange? Si, si. En plus, c'est un très bon argument. Mais je sais pas, moi j'ai pas été dérangé en fait. Je trouvais que c'est une création, donc en fait on peut lui faire la tronche qu'on veut. Parce que à partir de là, ça va rien m'a choqué, quoi. Mais qu'elle soit différente et que le regard des autres du coup soit différent, je trouve que c'est un bon propos. Enfin, je sais pas. C'est Robert Rodriguez, franchement, je sais pas quoi en penser qu'il soit sur un projet comme ça, que ça donne ce rendu-là, alors que c'est lui. Bon, je sais pas. C'est trop compliqué de juger, et puis je me remettrai un petit peu, je pense, dans l'œuvre aussi avant d'aller voir le film pour me familiariser. Mais moi j'aime bien ce côté, ce visage qui est faussement humain, et ça se voit, et ses bras et ses jambes de robot, tu vois. Je trouve que c'est un bon rendu. Les déplacements ont l'air assez fluides, même si un moment quand elle atterrit, là, c'est un petit peu limite, mais bon, les fonds verts de Rodriguez, on finit par les voir effectivement. Mais je sais pas, c'est compliqué de juger. J'espère qu'il y a une pure relation en fait entre les acteurs
Et cette actrice, du coup, qu'on verra pas vraiment en CGI, quoi. Non, c'est un mélange de performance capture. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça doit être ça, effectivement. Ça Il sort faut quand voir la J'ai chimie oublié qui se fait, quoi. Quelqu'un connaît la date de sortie? Je crois que je les ai zappés. Je pense que ça doit être en même temps, début de la période blockbuster, un petit peu avant l'été, il me semble. Mais je peux me tromper. Je sais pas, je sais juste que je me suis promis de lire les mangas avant de voir ce film au ciné. Et Ouais. Alors tu n'as plus je que suis très en retard. tant de mois. On en reparlera du coup peut-être autour du deuxième bande-annonce. Les effets spéciaux seront peut-être un petit peu mieux. Et puis entre-temps, comme Manu, on aura peut-être rattrapé le manga qui sort chez Glénat. Mais en vrai, Si vous voulez le lire. moi, je te Vas-y. recoupe. Recoupe-moi. Mais N'hésite pas. ça crée un vrai sentiment, par contre, je trouve, cette bande-annonce. Au-delà de ce qui s'y passe et tout ça, je trouve que c'est. Enfin, ça laisse pas de marbre, tu vois, ce visage, cette Moi, dualité, tu vois. Je m'attendais à ça trouver laisse quelque chose, quand même. vraiment cheap, tu vois, à me dire genre, oh là là. Ouais, Et en au plus, final, j'étais là genre, oh là là. Ouais, non, mais c'est intéressant. Ok, Tout est dans l'intonation. Ouais, tout ça. est dans l'intonation. Mais vous allez voir, j'ai aussi un autre truc en préparation de quand on parlera demain des derniers Jedi. Je me suis entraîné à faire des intonations et vous comprendrez très vite de quoi je veux parler. Mais nous allons passer à la première chronique de la semaine. Et en tant que spécialiste des séries TV, Manu, avec une chronique qui est, du coup n'est pas tellement hors sujet, puisqu'on va parler de Dark, série Tout à fait. allemande produite pour Netflix. C'est la première Et, série allemande produite pour Netflix. Voilà. Donc Là où nous, On a eu Marseille. On a produit Marseille, eux ont décidé de produire est-ce quelque qu'il y a chose d'autre. un caméo de Benoît Magimel? Il n'y a pas de quelque caméo part de Benoît Magimel. Je ne regarderai pas. Passons donc aux sorties de la semaine. Mais tu as tort. Ok, donc vas-y Manu, essaye de me convaincre. convaincre. Bah écoute, c'est une série Dark SF produite. Alors je ne me souviens d'aucun nom. Je suis complètement Non, mais ça, désolé. c'est très compliqué. Parce que T'as fait allemand LV2 ou pas? Non, j'ai fait allemand LV1, mec. Parce Et que d'ailleurs, cette série m'a montré que, parce que forcément je la regarde en VOST, m'a montré que j'avais pas tout oublié et je me suis étonné moi-même des fois. C'est très étrange de comprendre des gens quand ils parlent dans une langue que tu ne pratiques jamais. Ils disent Varum et Wissel tout le temps. Si tu veux, tu passes une semaine à Strasbourg pour les vacances. Ouais, non, je te mais- ferai à redécouvrir l'allemand. Et du coup, quel est le pitch? Alors ça se base, je vais pas tellement spoiler, hein, je pourrais vous le présenter de façon vague, mais ça se passe dès le en début. Allemagne donc. Donc ça se passe en Allemagne, ouais. Wiesen, la ville, non, Winden. Winden, ouais, c'est dans la C'est une forêt ville noire, en fictive gros. d'ailleurs, elle n'existe pas, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et dès le début, ça part sur l'idée que le temps n'est pas linéaire comme on l'entend, mais est simultané et que du coup, la causalité telle qu'on la connaît n'est pas forcément applicable en l'état, quoi. Donc c'est une série pour toi déjà. C'est une série de pour base. moi. Et très vite, enfin dès le trailer de toute façon on le sait, on sait que ça va se passer sur 3 époques qui sont chacune séparées de 33 ans, donc 1953, 1986 et 2019. Et on commence en 2019 où des enfants, enfin un premier enfant a disparu il y a quelques semaines et un autre enfant disparaît très vite, d'où une comparaison qui a été faite par beaucoup de gens avec Stranger Things, puisque dans l'idée, il y a des années 80, il y a de la disparition d'enfants et des mystères autour de ça. C'est comme Mais, Stranger Things. C'est comme Stranger Things, sauf C'est qu'on meilleur. n'habille pas les enfants à Ghostbusters dans les années 80. Non. En même temps, ils étaient encore sous un régime qui n'est pas celui d'aujourd'hui, qui n'est pas celui qui était aux États-Unis. Et très vite, du coup, on va découvrir les plusieurs époques et comment elles interagissent les unes avec les autres. Et vous en doutez, il y a des disparitions qui sont justifiées par des voyages dans le temps, etc. Mais dans l'ambiance, on est plus du côté d'un polar comme The Killing, qui venait d'ailleurs de Norvège, je crois, ou du C'est Danemark, ça, je ne sais plus. Du coup, des polars scandinaves un peu froids, avec beaucoup de personnages et de secrets de famille. Et tout ça se développe sur 10 épisodes pour essayer de nous faire comprendre comment s'est construite l'histoire de cette ville et l'histoire de ces différentes familles, et comment toutes les époques interagissent les unes avec les autres, avec, dans le fond, le mystère de pourquoi les enfants disparaissent, parce qu'il y a une vraie menace derrière. Et il y a des vraies choses que je ne vais pas spoiler. Et du coup, voilà, c'est une première saison qui s'est faite sur 10 épisodes, qui induit clairement qu'il y a une saison 2 qui est prévue derrière. Ça, tu le devines assez rapidement, de toute façon, tu sais que tu vas vivre une sorte de boucle qui va t'amener à devoir sortir de la boucle à un moment. Et
voilà, je trouve que c'est... Alors j'ai pas regardé à l'époque Marseille, je n'ai pas regardé d'autres séries à nous, mais je pense que les Allemands nous foutent une grosse claque de la Oui, gueule je peux te le dire. avec ça. Ouais, je confirme. C'est largement au-dessus de beaucoup de séries US qui peuvent être produites ne serait-ce que par Netflix, mais aussi beaucoup de networks. Sans les comparer, c'est mieux que la saison 2 de Stranger Things par exemple. Ouais, c'est clairement plus intéressant que la saison 2 de Stranger Things, c'est clairement mieux tenu. Et il y a une prod assez incroyable. Moi, j'ai été bluffé par la réalisation, d'autant qu'il y a beaucoup de plans extérieurs, beaucoup de plans d'hôtel, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de symétrie, de profondeur. J'ai trouvé ça assez nif. Et les acteurs, alors j'en connais aucun si ce n'est Antje Troye qui fait une apparition genre 3 épisodes avant la fin, qui était Faora dans Man of Steel. Mais ils sont tous plutôt bons, sachant que alors là, pour ressortir encore du parallèle avec Stranger Things, on a des personnages qui sont un peu plus vieux, ils ont plus entre 16 et 18 ans au niveau des ados qui entrent en jeu. Et franchement, c'est une putain de série à découvrir et je le conseille à tous les fans de SF et même de Polar, ça marche plutôt bien. Question, parce que je manque de temps, mais il faudrait que je m'y mette, mais peut-être que les vacances m'aideront de ce côté-là. Est-ce que ça fait peur? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. C'est pesant, on va dire. Quoi. Ouais, c'est pesant, mais il n'y a pas de Si raison de je voir peux ça. rajouter un petit Il faut truc, savoir vraiment. que quand je Y a suis pas de fatigué, jumpscare j'ai dur à ou regarder un truc Ah oui. qui m'oppresse un peu, ça me met dans des mauvaises conditions. N'importe de jump Mais ouais, en plus, il y a une espèce de petite ambiance musicale un peu Brian Fuller, où tu vas avoir des longues litanies, tu vois, Je vais d'instruments avoir du mal. sur des scènes un peu longues et ça s'arrête Il jamais. y a ça s'arrête de jamais la tension musicale. Ouais, exactement. Ouais. Avec un pur générique par Apparat, que je connaissais Ouais. pas, que j'ai découvert comme ça, qui est magnifique. Et Ok, donc vous conseillez, vous l'avez vu tous les deux, vous conseillez tous les deux. Très bien. Sur Netflix, la Netflix Money. sorti le 1er décembre. Et Bam. bravo l'Allemagne, hein. Nous on a Marseille. Comme Bravo disait Manu. l'Allemagne, pour le J'ai hâte de la saison 2 de football, Marseille. pour Dark, pour tout ça. On n'a pas honte d'avoir Magimel, voyons. Il y a peut-être le Benoît Magimel allemand, on ne le connaît peut-être pas, mais il existe. On ne va pas parler d'un Allemand, on va parler d'un Viking. On va parler de... C'est pas vraiment un viking. C'est pas vraiment un Justement. Viking, toi, tu sais. Nous entrons dans la partie sortie de la semaine, donc là il y a un énorme carton qui descend avec des lettres jaunes comme ça. Non, ça c'est demain. Et du coup on va parler de Torgal, mon cher Arnaud. Il est fou. Oui, mais là l'excitation bat son plein. Je vais vous parler de Torgal. Pourquoi vous parlez de Torgal en cette Parce que saison la couverture te donne très chaud, comme tu nous l'as dit en off tout à Non, l'heure. c'est pas très chaud, c'est juste que c'est sensuel et que moi j'aime la sensualité. Non, Tu pourrais Torgal, dire sensuel. est-ce que tu sais ce que c'est Torgal? Faisons un peu le jeu des questions. oui, comme ça. moi, oui. Connaissez-vous Torgal? Moi oui. Toi tu connais. Est-ce que tu lis Torgal? Non. C'est encore, tu vois, est-ce que tu connais Torgal? Est-ce que tu lis Torgal? J'ai Je dû en connais lire ça. un ou deux il y a très très longtemps, il y a genre 20 ans quoi. Ouais, il y a genre 20 ans. C'est possible parce que la série a 40 ans cette année, donc c'est bien possible que tu aies pu lire ça il y a 20 mais ans. c'est sûr. Comme Star Wars, mais c'est pas Mais c'est pas pareil. C'est une saga Comme bien. Stranger Things, mais c'est pas pareil. C'est une saga bien de chez nous, on va dire. C'est une sorte de un peu de grande pierre de référence de la culture franco-belge et dans ce qu'on appelle un peu chez nous les BD à papa. Mais les BD à papa, parce qu'effectivement c'est celle que tu as dans la bibliothèque de ton père et qui a un peu cette image un peu démodée maintenant en fait, parce que nous on est jeunes, tu vois, on veut des choses. On est un peu comme Steven Spielberg quelque part. Exactement, exactement. C'est très bien. Non, mais du coup, Torgal, je trouve que c'est un peu une certaine exception aussi dans l'appellation de BD à papa, parce que ça reste une narration qui est assez actuelle, et surtout que la saga perdure encore actuellement. Et justement, ce qu'ils ont fait il y a quelques années, je crois que c'est en 2010, le scénariste Jan Van Hamme, donc voilà, Torgal, c'est une création de Jan Van Hamme, qui est aussi celui qui a fait 13 et Largo Winch, donc gros nom dans le franco-belge. Gros nom. Et qui, après plus de 30 ans et 29 albums, en fait, a légué Torgal aux soins de son éditeur, donc le Lombard, et son artiste qui est Grzegorz Rosinski. Et ils ont fait en fait une sorte de séparation scénaristique avec la série principale qui continue, en même temps 3 nouveaux titres qui se développent à côté, dont 2 en fait qui vont se rejoindre, après des intrigues séparées, vont se rejoindre dans un unique tome qui sera le tome 36, sachant que là on est au tome 35, ça doit arriver au courant de l'année prochaine. Et c'est un peu une sorte d'événement, hein, clairement, parce qu'il y a quand même eu des gros plans éditoriaux en fait, qui ont été menés avec ce titre, et justement il y a un artbook en fait, qui vient un peu sceller aussi et fêter tout le travail artistique de Rosinski, qui bosse quand même depuis 40 ans sur une même saga, sachant que... Ouais, non, mais Gros dossier. et en gardant un putain de coup de crayon, quoi, clairement. Donc c'est un album qui présente
notamment toutes les couvertures des albums qui sont parus, sachant qu'il les fait à la peinture, qui présente aussi donc toutes les couvertures qu'il a faites pour les albums des séries dérivées. Et à la fois, tu as des couvertures plus inédites qui étaient justement à l'époque où Torgal était publié dans des journaux. Tu as aussi des travaux de recherche, des toiles en fait qu'il a fait sur cet univers, des travaux préparatoires. Donc si tu connais l'univers, forcément je pense que tu es un peu acquis de base, parce que c'est quand même c'est un bel objet en tant que tel, c'est quand même un bouquin, et en fait d'avoir sous grand format en fait, de retrouver quand même pas mal de couvertures qui reprennent tous les personnages en fait de cet univers, c'est-à-dire Torgal, la famille qu'il a développée, parce que Torgal à la base c'est un couple dans le premier tome, au bout de 40 ans d'existence, c'est toujours un couple, mais avec 3 gamins derrière. Et eux qui commencent aussi à développer leurs propres aventures, qui ont leurs propres intrigues et leurs propres aventures amoureuses également. Et, par exemple, entre eux, tu veux dire, ou avec d'autres gens? Non, avec d'autres gens. Ah, d'accord. Lui, c'est un plébiscite pour l'inceste, en fait. Voilà, j'adore ça. Ah, il y en a, a priori, de nos jours, y compris sur HBO. Non, et du coup, forcément, je pense que tu regardes peut-être dans notre auditoire, je sais pas, en tout cas parmi ceux qui écoutent les podcasts du réseau Arts, ou même ceux qui nous lisent, c'est peut-être pas forcément du coup une saga avec laquelle beaucoup sont familiers, mais qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Donc là je pars de l'artbook parce que à la limite pour votre père ça fera sûrement plaisir avec les fêtes de fin d'année, puis je vous donnerai ou un tonton ou un grand-père, ou un tonton, ouais, n'importe qui, ans, mais après c'est aussi juste pour vous inviter à garder le nom à l'oreille, à vous y intéresser. De toute façon je vous ferai un papier plus tard dans la semaine pour vous faire découvrir la saga. Une petite intégrale, non? Oui, parce que vous ne le voyez peut-être pas, mais sur le plan large, peut-être qu'on le voit, mais il y a tout Torgal là-bas. Et ça fait depuis 2-3 semaines que je me farcis tout pour pouvoir vous faire un gros papier dessus. Merci le Lombard de nous avoir envoyé tous les tomes. 40 ans après. Nous, on volait de l'argent, mais bon, ils ont dit non, vous aurez des BD. D'abord, vous lisez, après on verra. Et ils ont raison. C'est bon? Ouais, j'allais juste dire que oui, donc ça arrive sur 9e art, et vous faire comprendre à quel point en fait, tout ce qui est en termes de structure narrative et tout ça, je trouve que Torgal ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut retrouver dans les comics en fait, en termes de continuité, de structure d'arc, de story arcs et de crossover, tout ça. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et au niveau du rythme? Et au niveau du rythme aussi, du coup, parce que c'est des albums qui sont assez courts, donc une aventure se lit assez rapidement, et même si elle s'enchaîne et forme un tout, chaque album est assez rapide à lire. Ça mélange heroic fantasy, mythe nordique et science-fiction. Je trouve que c'est vraiment justement un truc assez... Il y a des délires de voyage dans le temps, hein. Je pense que ça pourrait vraiment te plaire sur certains tomes. Donc moi j'ai été assez ravi. 52 et 66. Tout ça pour dire que moi j'en avais lu beaucoup quand j'étais effectivement plus jeune, ado, et que j'ai pris énormément de plaisir à redécouvrir ça. Et je trouve que c'est un artbook du coup qui fête bien la pierre de ce quarantenaire d'existence. Et tu sais combien il coûte cet artbook? Non, mais si, 40 €, pardon. Très bien. 40 ans, 40 €. Allez. 1 € par année. Tranquille. Manu, quand tu n'es pas occupé à le critiquer sur Twitter, tu le lis depuis ton canapé. Batman White Knight de Sean Murphy, numéro 3. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu peux le montrer à la caméra? Oui, parce que tu as je vais cette montrer belle la couverture que moi j'ai et que tu n'auras peut-être pas, Thibaut. Ferme-la tranquillement. Désolé. C'est bien, tu vas pouvoir présenter la sortie d'après. Ouais, je vais pouvoir se présenter la sortie d'après. Ça fait... Spoiler. Ouais, spoiler. Du coup, White Knight, alors, je tiens à dire que j'ai lu le 2 et le 3 à la suite, j'avais pas lu le 2 encore. Et je trouve qu'il a pété son principe de base déjà dès le numéro 2 en fait. Et là, le principe de base que tu peux peut-être rappeler pour les gens brièvement. Alors le principe de base c'est que le Joker à un moment donné dans son histoire avec Batman passe sous traitement médicamenteux et commence à redevenir Jack, le personnage qu'il était avant, donc en donnant une identité au Joker. Part du principe que Batman est nuisible à Gotham City et essaye de sous plein de formes différentes, de justifier sa libération à lui et de monter les gens contre Batman et contre les 1% de Gotham City. Et du coup se placer en tant que héros de Gotham City. Oui, c'est un peu politique tout ça. C'est politique, hein. On n'aime pas les comics politiques, nous. Non, bien sûr que non. Et donc Et derrière, Sean Murphy joue avec les codes de Batman et l'univers de Batman en venant faire ces petites manipulations comme il veut. Pourquoi c'est pété du coup? Comment? Pourquoi tu penses qu'il a Alors moi je trouve que c'est pété dès le numéro 2 parce que les méthodes employées par Jack sont plutôt des méthodes de super vilain plutôt que d'un héros qui voudrait vraiment sauver la ville. Okay. Et que c'est purement montré comme de la manipulation. Tu me rassures pas. Que c'est clairement montré comme de la manipulation et que du coup au final ça reste quelqu'un de mauvais alors qu'il essaie de justifier et de nous montrer qu'il est censé être bon.
Je trouve que pour l'instant, c'est des idées de hipster posées sur papier et très bien dessinées, quoi. Et Manu est d'une véhémence. non, mais je suis d'autant plus salé qu'en plus, tous les trucs intéressants, je me les suis fait spoiler par Sean Murphy lui-même sur Twitter parce que avant même que ces numéros sortent, il a besoin de se branler sur le fait qu'il a des super idées de hipster, tu vois. Et franchement, je trouve ça hyper beau. Je trouve que ça aurait été vachement cool si j'avais eu 12 ans, tu vois. Mais je trouve que c'est un peu à côté de la plaque, en fait. Alors du coup, qu'est-ce que t'as dit sur Spielberg déjà? Qu'on récapitule les punchs d'aujourd'hui? Je sais plus. Je sais plus, mais je sais que c'était assez Je sais violent. plus, mais j'ai pas fini sur Sean Murphy, je peux t'en sortir d'autres. Ouais, donc n'hésitez pas à me dire quelle était la punch de Manu sur Steven Spielberg. Mais moi, ce qui me dégoûte plus, en plus, c'est que j'ai lu, juste avant de rattraper ça, j'ai rattrapé Batman de Tom King. Et j'ai rattrapé du coup du 34 au 36, quelque chose comme ça. En plus d'être super beau, c'est super bien écrit et ça touche vachement les personnages et les émotions et ça joue vraiment avec la continuité du personnage en l'occurrence. Et ensuite aller voir Sean Murphy sur Twitter dire « Hey Tom King, on est tous les deux à écrire un Batman romantique, qui c'est le plus romantique de nous deux ?» J'ai envie de lui dire « Non, ok, Tom King fait quelque chose de romantique. Celui-là, il n'est pas du tout romantique, son Joker non plus. Et je sais pas quelle est ta notion du romantisme ou du féminisme, mais arrête, quoi. On sait que tu as envie de placer des idées qui sont apolitiques là-dedans et essayer de chauffer le maximum de monde. Mais est-ce que c'est pas ça le problème? Je pense qu'il est un peu trop... C'est un 8 numéro. Moi, je trouve qu'il est trop imbu de lui-même et que ça se voit là-dedans, quoi. Ok, tu penses que c'est ça? Je pense que c'est l'ultime manifestation de ça. J'ai pas envie de croire à sa mégalomanie, mais plus, même plus. Je trouve ça toujours beau, hein, mais franchement, ce numéro, il est hyper décevant. Moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt ça, tu vois, c'est se dire que le gars se parasite lui-même en disant putain, j'ai des bonnes idées, mais faut pas qu'elles choquent certaines personnes, donc au final, je les enrobe dans un truc qui fait que ça passe. Mais du coup, l'idée est plus si bonne une fois qu'elle est rendue très apolitique, comme tu disais en fait. Ouais, aseptisé carrément le terme. Mais bon, qu'importe, voilà, Batman White Knight continue. Et puis, il y a 2 Harley Quinn pour le prix d'une. 2 Harley Quinn pour le prix d'une, ce qui plaît beaucoup à mon ami sur la gauche. On va rester avec toi, Manu, et on va passer un petit peu comme ça, du côté de la série télévisée. Non, c'est peut-être pas celle-là. Non, vas-y. Avec. Regarde, attention. La magie. Effet visuel incroyable, de qualité incroyable, avec Happy qui est sorti du coup sur Sci-Fi, ouais. et qui nous présente l'adaptation du Sci-Fi qui essaye de remonter dans la conscience collective parce que ça a été au plus profond pendant plusieurs années aussi. Ouais, ils ont une nouvelle com qui est pas dégueulasse et tout. Ils ont une nouvelle com et des nouvelles séries, même s'ils n'ont pas le budget derrière, où il y a vraiment des volontés, quoi. Donc parle-nous d'Happy. Happy, c'est une adaptation d'une bande dessinée, alors je crois que c'était en 4 numéros, c'était très court, chez Image Comics de Grant Morrison, et c'est Derek Robertson. Ouais, c'est Derek Robertson au dessin, qui est sorti il y a 4-5 ans, un truc comme ça, et dans lequel ça part sur un principe de polar avec un ex-flic aigri, grincheux et bien alcoolique, qui d'un seul coup se met à voir une licorne bleue volante, qui vient lui parler qu'il y a une petite fille qui est en danger quelque part et que c'est son ami imaginaire, et du coup qui le prend très mal parce que pour lui il est en train d'halluciner et du coup il essaie d'aller contre ça et qui va devoir essayer de sauver cette petite fille. Et du coup j'ai trouvé que ce premier épisode qui est sorti cette semaine retranscrit vraiment très bien l'esprit trash du comic book est assez déjanté parce qu'il y a vraiment une cassure entre le personnage de Happy, qui est cette petite licorne bleue, et le personnage c'est Nick Sachs, ouais. Joué par Christopher Meloni, très bon Christopher Meloni dans ce premier épisode. Dans un méta-rôle, lui qui joue tant de flics. Ouais. Non mais il a toujours été un peu comme ça en fait. C'est la carrière cachée de Chris Meloni. Il a toujours été un petit peu borderline et les gens ne savent pas parce qu'il a fait New York Law and Order pendant des années. Et pour l'instant, ouais, j'accroche pas mal. Je trouve que la direction artistique marche bien, que l'esprit là. Alors je sais pas pour combien d'épisodes c'est censé être. 4 épisodes. Ah bah voilà, c'est parfait. Et ce qui est vachement bien du coup, effectivement, c'est de toute façon Grant Morrison qui est à l'écriture de toute façon, qui aide pour le script. Et en plus, franchement, c'est pas non plus du case par case, mais franchement, il y a toutes les scènes du premier single qui sont dans cet épisode. C'est Patton Oswalt qui joue Happy d'ailleurs, au passage. Alors, moi, je l'ai pas trouvé super. Enfin, je trouve qu'il s'en fait un petit peu trop par moment. Ouais. Bon, le personnage est relou. Ouais, c'est ça.
Et sinon, il faudra peut-être pas qu'il soit trop relou jusqu'à te donner, jusqu'à te faire arrêter. Ils vont tirer des ficelles un petit peu plus sentimentales à un moment, je pense quand même. Ouais, il faudra voir parce que le ton est quand même, comme dit Manu, hein, le ton assez trash est quand même bien retransmis. De toute façon, je trouve que vraiment par rapport à la BD, c'est ultra fidèle et c'est ça qui est vraiment bien, quoi, parce que tu as des scènes assez hardcore qui sont extrêmement graphiques. C'est vrai que c'est trashos, hein, presque vulgaire, quoi, à la Garcenis au final. Dès le début, quand on va pas. Ah oui, là, ça va fantastique. Il y a des gerbes de sang, je peux vous expliquer pourquoi, mais il y a des gerbes de sang et là, fouah. Mais moi j'ai adoré le design urbain et l'ambiance qu'il y a avec et la façon dont ça s'enchaîne. En fait, t'as l'impression que c'est vraiment la ville qui dort jamais en fait. Ouais, mais à pousser à son paroxysme. En mode, il y a même des enfants dans la rue le soir et tout, il y a tout le temps. Et personne n'a l'air heureux, tout le monde est méchant avec tout le monde. Et ça grouille. Et tu vois même pas passer les méchants dans ce merdier-là en fait, tu vois. Ils peuvent être là, tu sais qu'ils sont là, ils font leurs méfaits. Il y a ce flic dépravé qui est là aussi, qui lui arrive des trucs. Il y a ce côté comic book d'exagération des super vilains. Enfin, des vilains, c'est ça. Et ça se trouve dans la réelle aussi. Enfin, t'as un ensemble ultra, même HD, moi je trouve que c'est ultra vénère en fait, tu vois. Même dans la façon de filmer, t'as même des idées de plans ou de découpage parfois qui sont chouettes, qui sont inventives et qui font même penser un peu à de la BD, tu vois, comme quand t'as les 4 cases, enfin les 4 plans qui se mettent. Et même les personnages, sont tous délurés. Je veux dire, même un type qui est censé être sympa, qui fait des chansons pour les enfants de Noël, et ultra glauque à mort. Du coup, tu vois, On dirait Grant Morrison qui fait du Mark Millar, tu vois ce que je veux dire. Ça donne pas envie du coup. Sache que c'est de loin un des comic books de Morrison que j'aime le moins. C'est pas son meilleur, hein, clairement. C'est clairement pas son meilleur, mais ça s'adapte très bien en série télé, je trouve. C'est marrant, quoi. Okay. Et je pense comme beaucoup de Millar serait vachement mieux à l'écran, quoi. Il les écrit pour ça, donc c'est normal. Mais peut-être que quand Morrison avait une idée derrière la tête quand il a écrit ça, hein. Même si c'est complètement what the fuck d'adapter ça au final, parce que c'est une idée qui est visuellement, au niveau de l'univers, il faut la tenir, quoi. Ouais. Mais sur 4 épisodes, c'est parfait. Après, ça reste parce que finalement, même en termes de rajout, il y a juste en fait quelques scènes supplémentaires en gros, mais juste pour introduire les personnages, parce que tu peux pas juste les faire popper comme ça, comme tu les fais apparaître sur une page de BD, tu vois, pour le contact du spectateur. Mais il n'y a pas de surplus non plus vraiment, en fait. Ça se regarde au strict, je trouve, au minimum, quoi. Ouais, ça va très vite et ça. Et du coup, 4 singles, 4 épisodes, je pense que franchement, ça va être juste une adaptation top d'un comics qui est plaisant sans plus, mais du coup la série elle est vraiment appréciable pour ce qu'elle est, quoi. Donc bien joué Sci-Fi, est-ce que bien joué AMC pour le season final, mid-season final de Walking Dead? Bah écoute, c'est une 8. Alors quand j'en parlais, il doit y avoir à peu près 8 semaines ici même du premier épisode, je disais que ça m'avait un peu surpris parce que ça allait un peu plus vite que ce que je m'attendais sur là où c'est censé aller quand on connaît l'arc général de Walking Dead. Au final, ça a fortement pris son temps derrière, puisque c'est fait Walking Dead. C'est ça, c'est 8 épisodes qui se racontent quelques jours, quoi, je pense, max. Et pas grand-chose du coup au final. La série en temps réel. La saison a vachement pris son temps, insiste sur des personnages qu'on veut plus voir, quoi, clairement. Et joue de son twist habituel de fin de saison, de fin de mi-saison où il se passe un truc. Et là, le truc, c'est la disparition annoncée d'un personnage qui est là depuis très longtemps, et qui dévie pas mal du comic book, parce que pour ceux qui ont lu le comic book, c'est un personnage qui est important derrière et qui a un rôle central derrière dans l'intrigue. Donc une nouvelle fois, la série s'écarte du matériel original, ce qui n'est pas forcément un mal parfois. Il y a des bonnes choses qui sont genre la mort d'Andrea en saison 3 alors qu'elle a duré, je sais pas, elle est encore vivante en fait. Et du coup, remplacée par Michonne un peu au niveau de son rôle. On ne sait pas pourquoi ils l'ont tué. Ils avaient inventé des rôles, ils avaient séparé des archétypes, ouais, plusieurs personnages déjà au départ. Ouais, pas mal. Ils ont beaucoup changé au début de la série et rapproché vers saison 4-5 par exemple. Là, il se rééloigne un peu, alors que Negan, jusque-là, était pas mal proche du comic book. Je pense que ça ouvre les portes à un peu de surprise derrière, ce qui est déjà un bon point. Mais on le ressent sur Internet, que la série, elle est finie. Que les gens ne sont plus dedans. C'était la dernière chance, c'était l'année dernière. Et M6 s'est loupé. Et du coup, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'a fait HBO sur Game of Thrones, d'avoir la saison qui ramène les gens. Non, pas encore en tout cas. Pas encore. Et je pense qu'à ce rythme-là, c'est pas pour la deuxième partie. Sauf s'ils font le time gap qu'on a eu dans les comics, par exemple.
C'est de la dernière saison juste. Oui, mais je m'attendais à ce que ce soit maintenant et c'est pas le cas, tu vois. Non, c'est pas la dernière saison, ils ont dit que ça pouvait durer encore 10 ans, donc... En plus, ils ont Fear the Walking Dead à côté. T'inquiète pas, gros. Avec le crossover. Les gens regardent ça, Fear the Walking Dead, là. Moi Moi, mais assez pour que ça dure, donc malheureusement, telle une invasion zombie, des putains de zombies, je sais pas pourquoi l'accent québécois me revient. Mais du coup, comme ça. oui, demandez à JB, il vous spoilera volontiers ce qui arrive à la fin de cet épisode. La grande On ça l'a m'intéresse probablement pas, pas parce que- vu, mais rien à foutre. Lui-même spoil ce qu'on lui a spoilé, même s'il ne suit pas la série, il est particulièrement amer, donc effectivement, il est prêt à vous spoiler tout ça, mais ne lui demandez pas parce qu'il est capable de le faire en public et donc de faire chier plein de monde. Revenons plutôt du côté des comics et je vais me mettre un petit peu à reparler dans ce podcast avec Captain America 695, je ne sais pas si quelqu'un l'a lu. Non, Donc, pas encore. sorti la semaine dernière, et suite en fait de Captain America 694, qui derrière son nom à base de 3 chiffres, en fait est un numéro 1 déguisé, puisque c'est le numéro relaunch de ce De fameux Legacy. pseudo-relaunch de Marvel Legacy. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'on retrouve Mark Waid et Chris Samney respectivement au scénario et au dessin. C'est des gens qu'on avait déjà vu faire du Daredevil et Black Widow avant ça. Et en fait, on aurait pu croire qu'ils se... Enfin, je m'attendais à les voir se lancer dans un arc, on va dire plutôt au fil rouge. Et ils font plutôt des one-shots. Donc, d'après le premier épisode, qui était Captain America, qui arrivait dans une ville, puisque Captain America, suite aux événements de Secret Empire, où il y a une sorte de double maléfique de nazi Captain America qui a pris le contrôle des États-Unis, bah, il doit un petit peu apprendre à redorer son blason. Donc il monte sur sa grosse Harley et il fait le tour des États-Unis en une espèce de road trip pour se ressourcer, ce qui est une idée un petit peu stupide, mais en fait vu que Chris Samney dessine dans un côté un peu old school et que le titre se veut vachement feel good, en mode tu retrouves tes héros à l'ancienne, c'est plutôt pas dégueu. En tout cas l'équipe créative fonctionne assez bien là-dessus, parce que Mark Waid c'est un mec qui connaît vachement bien l'histoire des comics et qui gère bien le côté vintage, tout comme Chris Samney au dessin. Et donc ouais, il arrivait dans une sorte de convention où il y avait des fans de Captain America et il les sauvait d'une attaque terroriste, et là il va dans une autre ville et il y a un vilain que je ne citais pas, je crois qu'il est sur la couverture, mais je suis pas sûr. En tout cas, si vous avez vu la couverture, vous savez de quel vilain je parle, mais il n'est pas sur la couverture, mais il y a un objet qui vous donne un gros indice. Et donc, du coup, il va combattre ce vilain, et c'est plutôt bien écrit. Le découpage de Chris Samney en lui-même, le storytelling fonctionne très très bien, les dessins sont hyper cool. Et il y a ce côté un petit peu, comme je disais, feel good, c'est pas exactement le terme, parce qu'il se passe quand même des choses assez sombres, il y a des gens qui meurent et tout, mais il y a ce côté Captain America héroïque, comme tu as envie de le revoir, si tu as envie de relire du Marvel aujourd'hui, et puis si tu n'as pas envie de le lire, mais que tu as envie comme ça de petits trucs de one-shot, ça permet un peu de papillonner comme ça avec Captain America dans la grande nature américaine, en face d'être pollué par un max de camions. Donc voilà, n'hésitez pas à lire Captain America 695. Des objections? Est-ce Non, que pas c'est du tout. une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui aurait jamais lu de Captain America? Je pense pas. J'ai envie de dire que ça t'empêcherait pas de le lire. Non, je parle pas de moi forcément, hein, je parle de Oui, au hasard. quelqu'un qui Un n'aurait ami. jamais lu de Captain Tout America. relaunch est censé être une bonne porte d'entrée. Après, Ouais. Là, il y a toujours un passif, quoi. Ouais, il y a toujours un Mais passif. c'est le genre de et- truc que tu finis par découvrir. Ouais, enfin, mais celui-là, j'ai l'impression vraiment qu'il loupe complètement ce côté porte d'entrée du coup, en fait. Bah, en même temps, c'est-à-dire qu'il n'en propose pas, mais en proposant pas, ça en devient une. C'est-à-dire qu'il te dit pas, je vais faire une espèce de truc où, voilà, tu sais qu'il y a eu Secret Empire, il y a le texte au début, et derrière, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. C'est un road trip avec Captain America où il va, en gros, Mark Waid te refait son histoire éditoriale, à mon avis, hein, c'est ça le truc, c'est qu'au fur et à mesure des villes, il va lui arriver des trucs qui évoquent son histoire éditoriale. On a vu qu'ils vont le remettre dans la glace à un moment pour un épisode et tout, tu vois, donc je pense que c'est vraiment ça le délire. C'est un peu une métafiction, Méta-commentaire, ouais. un méta-commentaire sur Captain America, donc en ce sens, ça peut être intéressant de commencer par là, de se dire tiens, c'est marrant, pourquoi il avait choisi ça, ok, je vais aller relire l'original, mais Puis voilà. c'est Mark Waid, Chris Samney. C'est toujours bon à C'est une équipe créative de qualité. Qu'en est-il de l'équipe créative de Justice League 34, nouvelle équipe créative, mon cher Arnaud? Tout à fait. Qui est donc Justice League 34, qui a été repris depuis la semaine dernière par Christopher Priest, qu'on suit chez DC Rebirth sur Deathstroke depuis le relaunch. Très grand vilain, Deathstroke. Très grand vilain en comics, malgré tes moqueries incessantes, je maintiens que Deathstroke c'est l'un des meilleurs titres chez DC Comics depuis le relaunch Rebirth. N'en déplaise à ton troll, voilà. Et donc il y a Pete Woods au dessin. Bon, ça va. Et pourquoi j'ai voulu en parler? Parce que Justice League c'est quand même être censé la série porte-étendard de DC Comics, et ça faisait depuis
Donc depuis mars 2016. Je sais pas pourquoi vous toussez, c'est assez gênant. Moi, j'ai vraiment toussé en fait. Moi, c'est juste parce que t'as dit Justice League, mais vas-y, poursuis. Non, mais on parle pas de cinéma, on parle de comics. s'il te plaît. Ça va alors. Tu t'es trompé. Parce que je suis d'accord avec toi sur le principe, moins sur la réalité. Oui, non, mais justement. Et notamment que la période de 52 c'était conclu quand même avec Darkseid Wars, qui a ses défauts, mais qui était quand même un putain d'arc de blockbuster assez tape à l'œil et plutôt pas mal fichu malgré tout. Et depuis le Rebirth, c'était Brian Hitch qui s'occupait de scénariser le titre et qu'il s'adonnait aussi malheureusement au dessin quelquefois. Et sinon, il n'était jamais entouré déjà d'artistes talentueux, donc c'était plutôt moche. Et en plus, c'était lourd. C'était lourd, voilà. C'était lourd, c'était chiant. C'était en gros toujours le même truc, c'était grosse menace, grosse explosion, gros truc. Mais en termes de blockbuster. Truc qui est censé être super iconique, mais sans émotion. J'ai compris, grosse connasse. T'as dit quoi? Grosse menace. D'accord. La grosse menace peut être une grosse connasse. Ça, mais en l'occurrence, c'est surtout des histoires de cataclysmes gigantesques, de menaces aliens beaucoup, de trucs qui venaient d'antan. Le truc, c'est que ça avait toujours une portée, mais vraiment over the top, dans le genre, ouais, putain, mais la Terre, elle va mourir, tu vois. Sauf que quand t'as ça toutes les 2 semaines. Je me souviens du premier arc. Ah, bah en fait, C'est dur. Il y a un moment en fait où tu finissais par t'en battre les couilles. Nous sommes les ingénieurs, nous allons dévorer la Terre à l'aide de nos piafos géantes. Moi, j'ai arrêté le numéro 6 en vrai. J'attendais un changement. Ben, du coup, je peux vous dire ce qui s'est passé pendant les 27 numéros que tu n'as pas lus. Non, tu peux surtout nous dire si le changement arrive enfin. Mais justement, mais il faut un peu de contextualisation. Mais non, en il fait. faut pas de contextualisation. Les gens, c'est un nouveau numéro 1. Les gens, ils veulent pas lire c'est ça que je veux savoir. Ce qui s'est passé avant. Ouais, franchement, là pour le coup, voilà, je vais reprendre au 37. Franchement, elle est 34, attention. Donc du coup, après c'est tous ces numéros à enchaîner des faux arcs de blockbuster qui devenaient juste fatigants. Je trouve, en fait, en un numéro, Christopher Priest fait un gros doigt à tout le travail de Brian Hitch là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas vraiment découvrir comment la Justice League fonctionne vraiment en tant qu'équipe et pas juste à base de lui, il va utiliser ce super pouvoir pour ça parce qu'il peut faire ça, tu vois, mais de façon intelligente. C'est-à-dire qu'on commence sur une autre planète où Simon Bass, qui est un des 2 Green Lantern en activité en ce moment avec Jessica Cruz, voit un armada de vaisseaux extraterrestres qui filent droit vers la Terre. Et donc il prévient toute la Justice League qui est sur Terre, il leur dit bon les gars ils arrivent dans 3 heures, et là t'as la Justice League qui se dit bon en 3 heures qu'est-ce qu'on a le temps de faire? Il y a une prise d'otage à ce niveau-là, il y a un tremblement de terre là qui se décroche, et ils arrivent en fait à se coordonner, mais à la limite ça reste des super-héros mais dans une dimension qui est vachement plus humaine, tu vois, et pas forcément on doit sauver la Terre de méga cataclysmes, mais juste comment on fait pour s'occuper de l'humanité autant qu'on peut et en se dispatchant correctement pour justement en 3 heures sauver un maximum de personnes, parce que c'est ça que la Justice League veut faire, c'est juste sauver des vies. Et après, quand le moment sera venu, dealer avec cette potentielle invasion extraterrestre. Et je vais être obligé de spoiler du coup pour montrer juste ce gros doigt que fait, parce qu'il s'avère au final, parce que justement, à la fin, t'as les personnages qui disent putain, mais genre encore une invasion alien, genre c'est bon, ça fait 30 numéros qu'on se tape des invasions aliens tout le temps. Et en fait, il s'avère que c'est juste en fait des touristes de l'espace qui passent, qui se sont trompés de chemin dans leur croisière spatiale et qui donc passent à côté de la Terre. Et genre, t'auras pas ce gros combat dégueulasse que nous servait Hitch à tous les numéros. Et je trouve ça. Enfin, je trouve que c'est un truc tout con, tu vois, mais ça fait vraiment du bien en fait, du coup, de juste se recentrer sur les personnages. C'est quoi leur leitmotiv? C'est quand même un gros spoil. Non, c'est pas un gros. Franchement, c'est pas un spoiler, tu vois, parce que ça permet aussi de montrer, de marquer vraiment le changement de ton en fait de ce que Justice League va devenir. Tu penses que ça peut être intéressant ce changement de ton à long terme, parce qu'une fois que le gars il est fait. Bah, en fait, là, ça peut pas être 24 heures tous les jours, quoi. Non, bien entendu, mais là, c'est vraiment, on s'intéresse au numéro en tant que tel et à comment Priest, en fait, va pouvoir aussi faire la différence par rapport à ce que l'auteur a fait avant. Du coup, en termes de dessin, Pitous, c'est pas non plus grosse folie. Il a un tracé particulier, du coup, je connaissais pas trop cet artiste, et franchement, c'est largement regardable. Et puis aussi, d'autres thématiques sont déjà avancées, d'autres pions qui sont avancés sur le fait que par exemple Batman a priori justement c'est pas le surhomme qu'on connaît, ça reste un être humain et du coup en gros le délire c'est que là il a besoin de se reposer, du coup il va pas pouvoir être actif tout le temps dans la Justice League. Hein? Non, ouais, voilà, forcément. Non, celle-là elle est interdite sur ce plateau. Okay. Il sait. Moi je suis team Manu, c'est marrant. Enfin ça participe du coup à juste refaire de la Justice League en fait, juste une équipe aussi avec des personnages qui sont justement pas juste des dieux capables d'arrêter des méga canons Zord laser, ce que tu veux, chaque numéro, mais qui arrivent juste à faire avec des événements normaux en fait. Du coup c'est en combien de pages que tu as ces événements des 3 heures? Bah c'est en une vingtaine de pages. C'est un numéro du coup? Ouais, c'est un numéro. C'est juste un numéro, okay. C'est juste un numéro et je trouve que vraiment la rupture elle est bien affirmée. Je pense que de toute façon, vu le travail que Priest fait récemment chez DC, ça peut être que de bon augure. Maintenant, ce qu'il faudrait aussi, bien que j'ai bien aimé ce que fait Pitous, je pense qu'il faudrait peut-être un artiste avec un nom peut-être à ramener juste pour
faire Pour les comprendre aux gens que les gars de Justice League depuis 34, ça va peut-être redevenir le titre que ça mérite d'être. Moi, je continue de regretter l'époque pré-New 52 où il y avait 40 membres de la Justice League et du coup, il y avait moins cette problématique, tu vois. Les menaces, elles étaient gérées. T'avais Red Tornado, t'avais Zatanna, t'avais tout le monde, quoi. Envoyer l'équipe D sur la planète 36. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est un sentiment qui manque, mais je suppose, techniquement, il y a toujours un titre JSA qui doit arriver aussi plus ou moins bientôt. Et à force à mesure que le Rebirth de toute façon doit se construire, que le DC Universe se reconstruit. Sûrement, de toute façon, on récupérera sûrement des choses qu'on a perdues. Si on se base sur l'idée, quoi. Au sens propre du terme en plus. Moi j'aurais trouvé ça amusant que du coup à force de combattre des invasions aliens, ils voient arriver les mecs et les lasers la gueule, tu sais, depuis la tour de contrôle, merde j'ai Bah non, justement ils attaquent pas en premier parce que justement ils trouvent que c'est bizarre, ils font mais ils t'ont pas tiré dessus, il fait non parce que je leur ai pas tiré dessus en premier, tu vois, donc c'est à dire que les mecs a priori ont pas d'intention forcément hostile tout de suite, donc justement c'est aussi contre le fait de on voit quelqu'un direct, on va à la baston, parce que il y a un moment où ce fonctionnement dans le genre super-héroïque c'est aussi lassant, tu vois, à faire. Merci d'avoir pris ce troll au premier degré. Arnaud, nous allons passer du coup. Mais du coup, non, arrêtez. Si les Green Lantern avaient fait leur boulot, c'est-à-dire police de l'espace, aller frapper à la porte des mecs. Mais justement, et du coup, vous êtes là pourquoi bah voilà, c'est pas de chemin aussi. Mais non, mais ça met 20 balles. Mais justement, non, mais c'est pas. Non, mais c'est parce que je l'ai pas expliqué, parce que sinon je suis en train de raconter vraiment tout le numéro. Mais le truc, c'est qu'il suit la flotte et il essaie de rentrer en contact avec eux en émettant des messages dans toutes les langues différentes, dans toutes les fréquences différentes. Il fait son taf. Et c'est juste, voilà, il fait son taf. Et au bout de 3 heures, il arrive à pouvoir communiquer avec eux. C'est là qu'il découvre qu'il y avait plus de stress, tu vois. C'est pas, voilà, il fait son taf aussi. Pas de stress, il y a les Green Lantern. Passons donc à la deuxième chronique qui me concerne, puisque j'étais voir pas mal de films ce week-end, et j'étais voir Coco, je ne sais pas si vous l'avez vu, le dernier Pixar. Pas encore. Non, personne? Non, pas encore. Putain, je pensais pouvoir en discuter. Je me rends rarement au cinéma pour les Pixar, j'attends en général. Et pourquoi? Je sais pas, j'attends 4 mois. J'attends 4 mois, je sais pas, je vais pas au cinéma pour rien. Il me semble que le dernier c'était The Good Dinosaur l'année dernière et c'était franchement pas terrible. Il y a eu Cars aussi entre temps, mais j'ai jamais maté Cars. Donc, il y avait dans la tête de la gamine, c'était pas. Non, c'était début 2016. C'était début 2016. Inside Out. Ouais, Inside Out, vice versa. C'est vice versa du coup. Mais c'était bien Pixar. Oui, c'était bien Pixar par contre. C'est le dernier que j'ai vu aussi. Mais donc vous n'avez pas vu celui avec les dinosaures, qui aurait pu être autrement génial, mais en fait l'équipe est partie, enfin, c'est un merdier de développement. Cette fois, à la réalisation, on retrouve Lee Unkrich, qui a travaillé sur Toy Story 2, et Adrian Molina, qui a fait sa première co-réalisation, puisque Lee Unkrich était déjà réalisateur sur Toy Story 2, et qui s'inspire du coup, enfin pas s'inspire, mettre carrément en scène la fête des morts mexicaine. Il me semble d'ailleurs c'est le 5 mai, même si je crois que c'est pas dit dans le film. Donc l'idée c'est qu'il y a une Cinco de Mayo, je crois que le Cinco de Mayo et le Dia de los Muertos, je suis pas sûr que c'est pas la même chose. Le même genre. Ouais, je suis pas sûr du tout. Hein. C'est pas Halloween le Dia de los Muertos? Bah en plus pour moi ça se rapprocherait plus d'Halloween, mais écoute, j'ai peut-être dit une connerie, ma culture hispanique étant espagnol LV2 au lycée après avoir fait un peu d'allemand au collège, je suis un peu team Claudel sur ce coup. Ouais, mais je ne sais pas. Écoutez, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le dernier Pixar. Et en l'occurrence, du coup, ils explorent vachement la mythologie du truc, donc c'est plutôt cool. Et puis, bon, vu que c'est Pixar, c'est toujours très beau, notamment sur les textures. Il y a cette espèce d'idée, il y a des, je ne sais plus quel arbre, mais il y a des pétales de tel arbre précis qui sont censés être connectés, qui connectent les maisons aux tombes du cimetière pour que les ancêtres puissent passer et revenir dans leur maison, enfin les fantômes en fait, tout simplement. Et du coup, c'est une tradition qu'on ne connaît pas, nous, j'allais dire en France, mais c'est le cas aussi dans toute l'Europe. Il n'y a pas tellement non plus cette idée d'aller mettre comme ça des trucs et de faire une petite teuf en mettant de la bouffe et de l'alcool sur les cimetières en disant mon ancêtre aimait bien ça, il faut que je lui donne ça. Et j'affiche la photo de mes ancêtres pour qu'ils puissent passer du monde des morts au monde des vivants. Donc c'est une thématique que je trouve super intéressante d'attaquer. On avait déjà eu dans Up, donc là-haut, la thématique de la mort et de son impact sur les gens qui arrivait comme ça sans prévenir au bout de 5 minutes de film, et c'était extrêmement dur. Mais donc là c'est dans un autre style, puisque forcément on prend à bras le corps un petit peu le sujet. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas tellement d'occasion, je trouve, de nos jours, de réfléchir forcément à ce sujet-là. Si on peut regarder Flatliners, mais c'est pas tout à fait le même délire. Et donc du coup, dans une approche beaucoup plus familiale, avec les habituels de Pixar, donc le sidekick animal, différents personnages rigolos, et pas mal de musique. En fait, c'est surprenant, c'est que c'est souvent les Disney qui sont musicaux, vu que là on est dans la culture mexicaine, il y a tout, les mariachis, et la guitare, et la fête en fait qui est convoquée autour de ça. Les Gypsy Kings.
Non, pas tellement, mais, mais c'est plutôt chouette d'avoir un Pixar qui met la musique au centre du film. Et c'est dur de reprendre après tout ça. Ouais, c'est clair, je suis désolé pour toi. Mais ça permet aussi de nuancer assez habilement la thématique de la mort qui est peut-être un petit peu plus difficile à gérer, même si elle est traitée justement à la mexicaine avec cette approche hyper positive et plutôt colorée de la chose. Donc je vous conseille d'aller voir pour justement avoir l'occasion d'en discuter, y compris que les plus jeunes, puisque je pense que c'est aussi un bon... C'est Jay d'habitude, notre monsieur littérature jeunesse et œuvre jeunesse, mais je pense que j'ai eu le retour des petits de la famille qui ont été le voir, ils ont tous beaucoup aimé, ils ont trouvé ça hyper bien. C'est assez émerveillant les Pixar. Alors, j'arrive pas à me rendre compte ce que ça fait de les voir avec des yeux d'enfant. Mais oui, effectivement, ça doit être transportant, quoi. Ouais, et puis l'histoire est quand même plutôt bien ficelée. Les Pixar se valent pas tous et tout, mais là je trouve que c'est assez classique. Mais vu que ça explore un monde que t'as pas forcément l'habitude, parce que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop cette approche de Disney, d'aller vers d'autres cultures, etc. et qui soit pensent que c'est de l'opportunisme ou soit dénature la culture en question. Mais il y avait déjà eu, du coup, Monoa. C'était Moana en anglais et Vaiana en français, ouais. Et du coup, ces spectateurs-là ont un petit peu peur de ça, mais au contraire, moi je trouve que ça permet d'ouvrir les gens à d'autres cultures et d'autres délires que nous, on a parfois même pas en digéré dans d'autres choses ou dans d'autres œuvres. Donc là, c'est vraiment, moi, en tout cas, une mythologie que je connais très mal. Le fameux Cinco de Mayo vous le prouve, peut-être ou pas, on ne sait pas. Mettez-le en dessous et insultez-moi de colon. Mais en tout cas, effectivement, j'ai trouvé ça plutôt chouette et plutôt émouvant. Et du coup, est-ce qu'il est mieux que Coco de Gad Elmaleh ? Sans doute, mais de manière assez amusante, Coco n'est pas le personnage principal, donc je vous laisse découvrir quel est le twist autour de ça, mais moi ça m'a surpris, c'est le squelette. C'est pas... Et non plus. Et donc du coup, je vous recommande d'aller voir ce film Pixar, qui je pense passera encore quelques semaines, puisque c'est le Pixar de Noël, le truc où c'est facile d'emmener ses enfants. Et de verser sa petite larmichette. Et de verser sa putain de larmichette sur la fin, quand même, il faut bien le dire. Est-ce que tu l'as versé ? Ah oui. Moi, je pleure énormément au cinéma, c'est courant. C'est courant. T'as pleuré hier matin, Claude ? Hein ? Les larmes aux yeux, quand même. C'est normal. Les larmes aux yeux. Vous allez comprendre demain. Jay avait les larmes aux yeux devant le trailer de Death Stranding. Passons à la partie HS de ce podcast. Alors, Death Stranding, vous allez me dire, oui, mais Thibaut, vous en parlez sur Sci Fantasy, c'est pas vraiment HS. Alors déjà, ferme-la. Et deuxièmement, il fallait caser Kojima quelque part, car il y a un syndicat, un lobby, devrais-je dire, pro-Kojima, c'est-à-dire que même en l'absence de Sullivan et de Alex, il y a notre ami chevelu qui vient nous rappeler que Kojima est toujours le maître du teasing, avec un teaser qui, en fait, pourrait cacher du gameplay. Explique-moi tout ça. Je vais vous expliquer ça. C'est ce que tu veux dire, c'est que j'ai beaucoup forcé pour vous parler de ça. Oui, mais en même temps, mais c'est important. La passion que tu as dégagée m'a impressionné. Alors, la Games... non, c'est pas la Gamescom. Games Award, non ? Games Award, merci. J'avais perdu cette conférence, il y en a tellement maintenant dans l'année. Hideo Kojima, accompagné de Norman Reedus, a présenté un troisième trailer de Death Stranding, qui est vraiment un extrait en fait, clairement une cinématique, c'est une grande séquence de 9 minutes, où du coup on revoit le personnage de Norman Reedus, qui du coup on sait qu'il s'appelle Sam maintenant, donc on peut le nommer, c'est très bien, qui est Sam, du coup le personnage que fort probablement on jouera, c'est sûr. Et alors je vais pas vous refaire le trailer. Allez le regarder, c'est très intéressant, c'est hyper cinématographique. Si vous avez aimé par exemple les déplacements de caméra dans MGS5, qui sont une caméra en fait qui va jamais être du FPS en fait, et qui va accompagner de façon très proche, genre juste à sa droite ou juste à sa gauche, le protagoniste, et qui va avancer pour te faire croire en fait que tu bascules à moitié en FPS, sauf que non, il va te le reprendre dans le plan. Alors ça c'est un procédé qui est absolument génial, ça donne une caméra hyper dynamique et tu t'ennuies jamais. Il utilise même ça pour te faire croire. Enfin, moi, ça a marché sur moi en tout cas. Je sais. Faut pas que je sorte de taper un micro. Ça a marché sur moi. Je sais pas si ça marche sur les autres gens. Je sais qu'Alex m'a dit la même chose.
qu'à un moment, il te fait croire en fait. Ça, c'est pas les autres gens, c'est les autres Kojima sexuels. Voilà. C'est encore une autre Non, catégorie. mais que tu vas passer en gameplay en fait. Ouais. Des fois, dans des jeux vidéo, maintenant t'as ça, t'es dans une cinématique, et surtout Kojima avait fait ça pour MGS5, Ouais, ça et- fait carrément cet effet-là. et tu passes, et en fait là, t'as un moment où tu crois que ça va arriver, en fait ça n'arrive jamais, t'as pas du tout de gameplay dans cette vidéo. Et c'est le principe du jeu d'ailleurs, il y a jamais de gameplay. Ah non, c'est pas. C'est un une film. cinématique. C'est un film de Quelque part, 40 heures. Ce serait presque du génie, tu vois. Non, faut pas exagérer non plus. Rendons au jeu vidéo ce qui lui appartient. il Ouais, faut- 70 € quoi. Ouais, c'est ça. Il faut jouer. Bah, Blu-ray de 40 heures, quoi. Ouais. Mais bref, non, il me fait dire des bêtises là. Mais non, alors, il y a une interview hyper intéressante d'IGN et une vidéo d'un mec qui s'appelle Younier, que j'ai retweeté d'ailleurs si vous voulez retrouver ça, qui explique un peu cette interview en développant un peu ses propres trucs. Et en fait, on voit dans cette vidéo que le monde n'est plus. Il y a une explication en voix off. Voilà, il y a eu un blast, une explosion en fait. Il y a des espèces d'envahisseurs, on ne sait pas d'où ils viennent. Le temps est perturbé, la conception de la vie est perturbée, la mort est ce qui est sans doute de plus perturbé encore dans cet univers-là. Et ce qui est génial, c'est que Kojima va en fait retourner le fait de mourir dans un jeu vidéo. Alors, ça a déjà été étudié dans d'autres jeux récemment, par exemple des Dark Souls qui interprètent le fait qu'on meurt pour que ça soit utilisable au niveau du gameplay et tout ça. Là, par exemple, dans cette cinématique, on voit à un moment une de ces fameuses explosions qui sont décrites en voix off, et ça crée un cratère. L'explication de Kojima, c'est qu'une fois qu'on est mort de, par exemple, cette explosion, on va aller dans un autre monde, un monde aquatique, une espèce d'upside down en fait, où on voit un cachalot passer qui nage à l'envers, et on va pouvoir faire des choses en fait, se déplacer. Et, on ne sait pas encore, c'est très cryptique, mais on va sans doute pouvoir être actif dans ce monde-là, et ensuite revenir. Si vous êtes mort par exemple d'une attaque comme ça, d'une explosion et que ça crée un cratère, quand vous allez revenir, le cratère existera dans votre monde. Si vous ne mourrez pas, le cratère n'existe pas. Donc en fait, la mort crée des niveaux dans le jeu. La mort crée, va modifier le niveau en fait. Et si vous faites que de mourir, par exemple dans un endroit, je sais pas comment on va se présenter la map, mais dans un endroit qui est plutôt restreint, bah, ça va dévaster l'endroit en fait, réellement. Et du coup, quand vous y reviendrez, il sera dévasté. Alors après, ça va peut-être créer des mécaniques Il faudra mourir limite. de tu vois, loot où il pour, faudra mourir de toute façon à des moments où je pense que de toute façon, là on voit c'est une séquence. Donc là, c'est Kojima qui dit ça, mais là dans la séquence, clairement le cratère il est là, enfin, tu peux pas l'éviter, tu ne joues pas, donc ça va forcément arriver. Et les procédés, les inventions, je vais pas tout détailler, mais énormément de trouvailles. Bah, on a le retour de ce bébé qu'on avait vu dans d'autres trailers, qui en fait serait pas une source d'énergie seulement. Et s'il est lié du coup, j'ai obligé de décrire un peu l'espèce de petit bras qui détecte les envahisseurs ou la Créatures. mort, enfin, on ne sait pas trop. Et le bébé serait pas juste le moteur de ce truc-là, il serait en fait, c'est le truc en fait qui serait la réalisation de sa perception en fait, qui pourrait aider les humains en fait. Le bébé dirige le petit machin depuis son caisson et comme ça peut expliquer aux humains qu'il y a des trucs invisibles qui arrivent. Et je suis hypé au niveau 10 000. Je trouve ça magnifique. Norman Reedus, c'est hyper stylé. Il y a des théories sur les larmes aussi, parce qu'en fait, dans un autre trailer, Norman Reedus, il avait le bébé dans les mains, et il faisait comme s'il pleurait et aucune larme ne coulait. Et là, dans ce trailer-là, il pleure pas. Il y a deux personnages qui ne pleurent pas, mais donc ils ont des larmes qui coulent. Voilà. Cryptique. Et pourquoi le bébé se retrouve dans sa gorge? Pourquoi le bébé se retrouve dans sa gorge? En fait, c'est sans doute le vecteur de la transposition. Et apparemment, Sam, en fait, c'est un personnage à part. C'est pas le bébé qui donne à n'importe qui le pouvoir comme ça quand tu meurs d'aller dans l'Upside Down et de pouvoir revenir. Ce serait Sam qui aurait apparemment ce pouvoir unique. Et avec le fait qu'il y ait le bébé, en fait, créer un truc, bon, c'est comme si on essayait d'expliquer les effets spéciaux de Lynch, tu vois. Faut pas essayer, c'est juste que c'est... En gros, c'est un peu le Kazooie de Banjo, quoi. Allez, si ça te fait plaisir, il n'y a pas de souci. Si c'est comme ça que tu rentres dans cet univers-là, je suis content. Non, mais il y a quand même, à force de 3 bandes annonces, un univers quand même qui commence à s'installer, où on sent que La difficulté, c'est que l'univers est constamment entre la vie et la mort, en fait. Ouais, il est constamment en changement. Par exemple, l'ouverture de ce trailer, c'est le sol, avec des plantes qui poussent. Ouais. Et après, tout remeurt et tout revit, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est vraiment la notion de vie et de mort qui va être complètement perturbée. Et on va devoir... Ça risque d'être très cyclique, du coup. Ça a l'air cyclique, avec des notions de cycle. On ne sait pas tout encore, mais c'est franchement, il nous présente une nouvelle IP. Et juste une dernière chose, il y a plein de gens qui gueulent parce qu'il n'y a pas de gameplay dans cette vidéo, on lui a filé 500 000 $. Le grand truc, c'est on a filé 500 000 $ et il n'y a même pas un peu de gameplay. Kojima, il est parti de chez Konami, il s'est fait virer.
il a remonté toute une équipe, il a dû repartir à la recherche d'un nouveau moteur graphique. Effectivement, il a voyagé pour aller rencontrer des gens, mais c'est ce qui se fait. C'est juste d'habitude, les gens ne sont pas aussi médiatisés, on le sait pas. Kojima est un peu une diva maintenant du jeu vidéo et même un peu transgenre, donc forcément, enfin transgenre dans le sens transmédia, pardon, oui, pas du tout, et pas du tout en train de changer de corps. Et, Même si, vu les thématiques de Death Stranding... Mais par contre, ce il ne serait vieillit étonnant. pas. Alors, il y avait peut-être une thérapie génique quand même mais derrière, mais je ne sais pas. Bah, il mange des bébés. Alors, non, il mange ses petites Ça fioles. s'entend. Sur Twitter, il prend toujours ses petites fioles d'énergie. Et du coup, faut pas être trop critique. On sait qu'il le dit dans l'interview aussi, on sait qu'un jeu, normalement, c'est 4-5 ans, un vrai jeu. Un triple A. Ouais, puis il y a quand même un certain charme. Bien sûr. On sait que c'est un peu comme Star Wars, c'est-à-dire que il y a peu de chances pour que toutes les théories que racontent les gens finissent par s'avérer vraies, mais ce qui est quand même assez génial, c'est de... Il y en a confirmé quelques-unes quand même. Ouais, mais du coup c'est amusant, du coup ça fait quand même un bout de temps, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on sait que le jeu va sortir. Oui. Donc, enfin, moi je sais que je suis pas forcément, enfin, j'ai pas fait les Metal Gear et tout, mais je vois le délire du bonhomme et tout. Moi je trouve ça super intriguant de me dire, vas-y, je mets ma séquence. Moi-même, je sais même pas si je vais jouer au jeu, mais bon, le délire en termes conceptuels, enfin, je trouve ça assez inspirant en fait, quoi. Ouais, carrément. Bah, Donc, graphiquement, c'est très beau. Enfin, ça pourrait être ce trailer de 9 minutes pourrait être un objet en tant que tel, presque un court métrage. Moi, c'est comme ça que je considère. Ouais, bah c'est. Moi, je trouve une Même première si j'ai visionnage envie- très cool comme ça, et après le reste, quoi. Même si t'as forcément envie d'en savoir plus maintenant que. J'ai envie de jouer, quoi. J'ai envie d'avoir la manette en main et de le diriger, Ah c'est en ouais Madridus, quoi. Moi, c'est plus le fait que t'es des Parce que acteurs, t'as une en fait, arbalète. t'as envie de savoir. Pardon Non, il n'y a pas d'arbalète, non. Non. Il y a un bébé à la place. Toujours pas de date de sortie par contre. Non. Ça, Alors, bah, du coup, oui, ouais, il avait parlé de avant 2019, des choses comme ça, mais ça me paraît, genre, même si au fond de moi, j'espère, ça me paraît peu probable. Et là, les propos qu'il a tenus. Ça peut être 2018 l'année du gameplay et ça sort en 2019. Ouais. Ça ferait 3 ans de Ouais, développement. par exemple, ouais. Et encore, je pense qu'il veut pas 3 ans, lui. Il est clairement sur un 4 ans, quoi. Mais bon, il va être poussé au cul un petit peu par Sony à un moment, je pense. Et puis, c'est clairement, là, vu ce qui s'est déchargé sur lui, à mon avis, à tort, mais bon. Ça va peut-être le pousser à effectivement montrer du gameplay Ça la sent le prochaine jeu fois. pas fini avec un chapitre caché, tout ça. Non, il sera pas viré de chez Sony comme il a été viré de chez Konami. Il y aura pas ces soucis-là. Je croise les doigts, je t'avoue, mais. Non, mais je pense que Sony peut être relativement assuré que ça va être un carton. Oui, quoi mais qu'il se passe, la quoi. portée de Metal Gear est telle, dans l'ensemble de l'œuvre, c'est tel que le mec se lance dans un nouveau truc. Moi, il a fait Zone of the Enders. Parce que t'as quand même le nom de Del Toro qui est rattaché au truc aussi, tu vois, c'est pas. Ouais. C'est pas Bah, rien. il sera dans le jeu. Et Matt Mikkelsen. Et Matt Del Mikkelsen Toro, dans oui, Madrid, t'as les Guillermo accents, del Toro dans ton jeu, c'est quand même du jamais vu, quoi. Mhm. C'est du jamais vu. Après, il y a eu des jeux où il y a eu des acteurs mocap, mais c'était pas les mêmes procédés du tout. Là, on est clairement sur. Et puis là, ils sont dans un délire. Ah ouais. Tu vois, Matt Mikkelsen avec des soldats zombies et Ouais. des câbles USB ou Ethernet qui volent, tu te dis oula, on est où? Ouais, mais Enfin, bref. tout ça va se joyeusement mêler dans un mélange de vie et de mort Ok. indescriptible. Un mélange de vie et de mort, c'est sans doute la meilleure transition possible pour parler de Star 80 Ouais. suite. Ouais, carrément. Tu les as vraiment collés. Je t'avais dit non. Donc, non, c'est toi qui me donnes des transitions parfaites comme ça. Donc, Merde. Arnaud, brièvement sur le hors-sujet. Ah, pourquoi brièvement, et je pense qu'il y a tout autant à dire sur un tel truc. Hein. Ouais, mais. D'autant plus que ça colle beaucoup mon plus Dieu. à la définition même de hors-sujet par rapport à un Death Stranding qui est complètement de l'actualité d'un sci fantasy pour les faire. Non, Boba, tire pas. Et donc Et donc oui, non, c'est pour ça que je parlais des Gypsy Kings aussi avant, c'était pour amener un petit peu le fait que... Ah, c'était du teasing. Ouais, c'était Du foreshadowing. Le mec fait du teasing. Kojima au sein du podcast. Ouais, c'est ça. Avec Star 80. Avec Star 80. Pardon. Non, du coup, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est de... En fait, on s'en fout un peu du film parce que effectivement, là, les gens qui écoutent le podcast doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que cette horreur qui vient de débarquer en plein milieu du podcast? C'est juste, en fait, juste pour resituer le contexte, en fait, c'est juste que... après, moi, j'aime bien la musique des années 80 française, je trouve qu'il y a des trucs... Moi j'ai déjà une question. Est-ce que Attends. c'est Star 82 ou Star 82? C'est Star 80 la suite, en fait. C'est vraiment Ok. le titre, c'est Star 80 la suite, donc la suite du premier film Star 80, facile à comprendre comme principe. Et Star 80, qu'est-ce que c'est en fait? Pas pour Manu. C'est juste une tournée, en France en fait, qui réunit tous les acteurs de la musique en boîte des années 80, donc Emily Image, les démons de minuit, Tout ce qu'on entend dans les mariages, quoi. tout ce qu'on entend dans les mariages, effectivement. Donc, Et Jean-Luc Lahaye. Voilà, de Jean-Luc Lahaye. Putain, Parce il y a- qu'on entend dans les crèches. JB se marque comme Jaja derrière à la régie. Il est refait. Mais c'est bijou. Bref, et comment... Et en fait, je suis allé voir ce film parce que j'avais vu le premier qui était sorti il y a 2-3 ans par curiosité, peut-être Il y a 3 ans. par curiosité un petit peu morbide en fait
du fait que j'aime bien les démons de minuit et que je voulais quand même voir un peu cet objet On en filmique apprend tous les jours. qui est assez bizarre. Bah oui, bah écoute, personne n'est parfait. Voilà. J'étais bercé moi-même dans la musique française des années 80 quand j'étais petit, ça me dérange pas. Bah voilà. Après j'ai appris Mais des est-ce que choses tu sur irais ces voir un gens-là. film quoi. là-dessus, Non. quoi. Non, mais après, Voilà. le fait d'avoir un abonnement illimité permet de Ouais, faire ce ça genre aide. d'excès, tu vois. Ça aide beaucoup. Et voilà, de ne pas avoir de vie sociale aussi, accessoirement. Et donc. Tu sais, on peut aller prendre vu- une bière si tu veux, des fois. Oui, ça, mais la prochaine fois, mais t'étais à Paris, c'est pour ça. en C'est fait. vrai. C'était à Paris. Donc, Qu'est-ce qu'il fait quand tu le lâches? donc le premier film, c'était plus plutôt une jamais sorte allé à un peu avec Anconina et Tim Seat. En fait, c'est une sorte de reconstitution façon presque faux documentaire de comment deux mecs un peu ratés réussissent à monter la tournée, à convaincre les artistes de revenir sur le devant de la scène. Donc, à la fin du premier film, Apothéose, ils font leur spectacle au Stade de France, qui je pense a été vraiment filmé lors de la tournée qu'ils ont fait. Je trouve qu'il y a vraiment une frontière entre fiction et réalité qui est assez bizarre. On est carrément dans Et donc transmédia. là, arrête d'être méprisant comme ça, c'est chiant. Le délire, c'est que leur tournée marche très bien, puis en fait, le mec qui est comptable de cette boîte se barre avec tous les sous de la caisse. Du coup, ils doivent monter un concert au Stade de France en un mois, sachant qu'ils ont zéro moyen. Et leur délire, c'est de partir aux États-Unis, ramener notamment Kool and the Gang, qui est du coup l'équivalent des stars des années 80. Et du coup, Je veux déjà mourir. j'ai eu envie de Je peux mourir pas pendant le film, et je me suis demandé à plusieurs reprises, mais qu'est-ce que je foutais vraiment là-dedans, tu vois, parce que c'est ultra gênant à tous les niveaux, parce que la réalisation, elle est catastrophique, catastrophique, que les acteurs sont mauvais, que les dialogues sont ultra mal écrits. Ils recrutent Jean-Marc Généreux, qui est un mec de Danse avec les stars, je sais pas si tu vas le dire. Ouais, je vois. Oh là là. Est-ce que c'est aussi mal écrit que les dialogues de Carbone? Non, c'est vraiment mal écrit dans le sens que c'est putain de gênant à truc, genre il présente le chanteur aveugle Gilbert Montagnier. Peu de Parce que- respect, s'il te plaît. Oui, non, mais bien sûr, Il un a peu fait de des clips respect. pour l'UMP. Non, mais Ouais, genre, c'est vrai. genre dans la façon dont en fait ces ex-stars en fait qui veulent quand même rester sur le devant de la scène se montrent dans ce film, il y a quelque chose assez fascinant, parce que genre t'as Gilbert, ils sont tous en gros pendant les 3 quarts du film, ils sont tous en vacances à Courchevel, et en gros t'as un skieur qui fait des saltos C'est dans arrière. la bande-annonce, ça. Ouais, je sais pas, j'ai pas vu la partie, bande-annonce. je crois. Et en fait, il fait des saltos, tu vois. Et en fait, c'est Gilbert Montagnier qui est aveugle, tu vois. Et genre, ils font plein de running gags sur le fait qu'il soit aveugle et qu'il arrive à faire des trucs de fou. Et t'as Lio qui fait des chorégraphies en juste au corps ultra Allez, mouvant moi et tout je ça. me casse. Oh, Je te jure, je sais pas quel âge elle a, tu vois, C'est mais genre, fini. elle essaie de faire des trucs qui sont censés être sexy, mais c'est ultra gênant parce que, enfin, genre, Ouais. t'as pas ça, tu vois. Et puis après, elle est avec un autre Parce qu'elle aime beaucoup chanteur, les bananes. et genre, ils fument des pétards, tu vois, et genre, c'est censé être cool en fait, tu vois. Ils ont genre l'image, les gars, on vit d'une époque d'il y a 30 ans et on essaie d'être encore à la mode. Et du coup, je me dis que même pour les gens qui sont vraiment fans de ces anciennes stars et qui adorent vraiment la musique des années 80, j'arrive pas à comprendre en fait c'est quoi le délire derrière ce film. Est-ce que c'est un sorte de documentaire, tu vois, de docu-fiction pour dire voilà comment on a réalisé le spectacle, parce que putain les gars, il y a Renaud à la fin en fait. Et en fait, ils te teasent au début parce que t'as le gosse du personnage qui fait « J'aimerais bien qu'il y ait Renaud pour la nouvelle tournée ». Et t'as le mec qui fait « Bah non, tu sais bien que Renaud, c'est pas possible ». Et du coup, je me dis « Bon, c'est sûr, ok, il sera à la fin Il peut pas être accolé à tous ces ». Et gens-là. si, il a collé à ce truc avec sa... Il fait des avec- bisous aux flics maintenant. et donc le final, c'est de nouveau ce spectacle au Stade de France qui, du coup, je pense a vraiment eu lieu, parce que je vois pas comment c'est faisable autrement, avec Renaud qui arrive avec 20 gamins déguisés en Renaud derrière, et il chante, et je pense qu'il y a déjà ces effets de vocodeur en fait là, enfin et du coup c'est trop bien, c'est genre ils font ça pour faire la promotion de la tournée, ou alors c'est une sorte d'immense placement de produit pour en fait pour Star 80 en tant que tel, et Mais aussi pour c'est nostalgie. juste une extension du concept de Star 80 où c'est des has-been qui essayent de rester en vie dans le Ouais, mais milieu, tu autant vois. de la tournée, je la comprends parce que je veux bien que tu sois fan des gens, genres de vraiment, musique et à la limite, les gens, ça leur fait kiffer, tu vois. Mais je trouve que même pour les gens qui sont fans et qui ont peut-être pas les moyens de se payer une place pour un gros concert, c'est limite presque mensonger un peu sur la chose, parce qu'au final, les 3 quarts des scènes sont prétextes en fait pour les faire chanter entre eux leurs tubes, et ils vont même jusqu'à pousser Elvis à jouer au jeu de société Star 80 en fait, tu vois, où du coup ils doivent tirer les chansons au sort de leurs potes et chantent, et c'est juste trop bizarre.
En fait, T'as l'air d'aimer ça quand tu racontes. C'est très Ça, bizarre. Il y a une passion. J'allais faire la remarque, t'as Non, l'air mais parce que fasciné par. je me demandais vraiment, je trouve qu'en termes d'objet social, limite, de voir à qui ça s'adresse, parce que c'est pareil, vous vous en moquez vraiment, parce qu'il y a une sorte aussi de mépris de classe, tu vois, du genre, c'est un peu, ouais, la culture beauf, la culture mariage sur le parking un peu à la Johnny, enfin, pas à son âme, tu vois, mais genre de cette. T'as tout mélangé de cette. Mais non, il a fait une Finkielkraut, là, laisse tomber. Mais je sais pas si. Ah, c'était non sous chien, ce que t'as lâché. Hein. Mais non, mais genre, je suis désolé, enfin, non, mais ça se montre clairement à vos rires au début, c'est que vous méprisez ce genre de culture, tu vois, vraiment. Et je me dis que même les gens ce genre de cinéma, moi. mais non, mais que ce genre de cinéma, mais je veux dire que même pour des gens qui kiffent vraiment ça, les réalisateurs dans cette démarche, ils sont pas honnêtes dans ce qu'ils font, voilà, tu vois, parce qu'ils servent pas un bon produit. T'as pas forcément le fan service, même en termes d'acting, je trouve que t'as. Moi, je rigole parce que une pour sorte moi, de c'est mensonge, comme tu vois. c'est l'équivalent des Bronzés 3, quoi. C'est un truc du passé qui essaye de revenir Non mais dans le c'est présent. pire parce que ce que dit Arnaud c'est que c'est une gigantesque pub pour un produit qui n'est même pas un film et d'autres produits qui ne sont pas des films donc désolé pour le Au moins, mépris de c'est classe purement mais transmédia. du coup tu méprises une publicité quoi. Après oui c'est peut-être le multivers Star 80 qui est en train d'exploser droit devant vos yeux mesdames et messieurs sur le plateau de Popcast ici à Nantes mais désolé pour tes oreilles JB mais voilà donc toi tu te positionnes plutôt du côté Mais du coup, j'ai pas compris ce que pop. j'ai vu, tu vois. Parce que pourtant, je te dis, le premier m'avait. En tout cas, le côté nostalgie pendant le premier j'avais trouvé quelque chose, tu vois. Je me suis dit, ok, c'est pour les mecs nostalgiques de Star, du coup, je comprends que ça puisse marcher, tu vois. et là c'est la suite de Et là, en fait, ça marche même pas, tu vois. Il y a plus cet aspect nostalgie, ils reprennent les mêmes scènes. Est-ce que ça machin, tease un tu vois. 3 Non, je pense pas, du coup. Le truc, c'est que le concept, vu qu'ils se foulent pas, de toute façon, il y a aucune. Ils refont la même chose. Donc, il y a pas. Juste un mec qui a volé la caisse pour faire un 2, imagine. Ouais, c'est ça. Ça va, ils vont voler le Stade de France C'est ça, et puis même sur l'aspect Il comédie. y aurait un kidnapping ou un truc comme ça. tu Les vois. gags marchent pas, même sur l'aspect comédie, justement, ça t'arrives Donc pas à c'est nul. sauver quoi que ce soit. Non, c'est ultra nul, mais c'est. donc on a le droit de mépriser ce qui est nul quand même encore Mais non, tu peux dire que c'est nul, mais t'as pas le droit forcément de. Je trouve que non, parce que je trouve qu'il y a une portée sociale sur les gens qui produisent ce genre de film à destination d'un certain mais ils type le de font de public. manière hyper cynique Ben donc on a ouais, le droit de les mépriser, quand même. cynique, bah non. Tu peux mépriser ces gens-là, mais tu peux pas mépriser Ouais, c'est ce qu'on fait, c'est le ce qu'on public fait, pour c'est lequel ce qu'on ça fait s'adresse en toujours, fait, ouais. tu vois. Ouais, non, c'est ce qu'on fait. je pense qu'on est exactement. d'accord hein. Ouais, ok, je sais pas. J'ai bien On est rigolé. plutôt Regarde. d'accord avec toi. Est-ce que j'ai été taper les fans de Émile et Images? Non. Est-ce que j'ai été voir ce film? Non. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les producteurs de ce film se disent merde, j'ai mon argent. Bon, parce que il y a tous les bolos qui vont voir ce film aussi. qu'est-ce que- Mais t'inquiète pas, c'est un film français, il est financé par nous. De toute façon, Oui, mais non, il est financé. De toute façon, il est va y- financé par tous les films qu'on va voir, peu importe, c'est la magie du CNC et c'est quand même pas mal parce que ça permet, hein, je le rappelle, de financer les films qui sont bien, ne soyons pas trop vilains. Financé ou par TF1, élitistes. Canal+, et Nostalgie, quoi, mais qui sont sûrement les producteurs de la tournée. Mais il en faut pour tout le monde, Arnaud. Ce mépris de classe, ça suffit. Bon, Mais bon, enfin. passons à un autre genre de mépris de crasse, Oh là ou un mépris, Un mépris de classe, non un mépris de classe, lui aussi très crasse. Celui des gens qui disent si vous n'avez pas aimé Mother, c'est parce que vous ne l'avez pas compris. Et j'ai revu, vu en fait. Hein, Oui. c'est Arnaud qui l'avait vu à l'époque de sa Exactement. sortie dans les salles. Du coup, on n'avait pas compris. Donc, Ah, oui, moi, c'est là. Je voulais- je sais pas si on me l'avait dit sur Sci Fantasy que je l'avais pas compris. Si, Si, j'ai dû même le répéter plusieurs fois. Je vais dire oui, c'est parce que j'ai pas aimé un film que j'ai pas compris la triple lecture de Mozart. Voilà, tu vois. c'est- Mais dont tu vas nous parler plus. c'était une référence à tout ça que j'ai eu besoin d'expliciter. On a fait un Un- pas Kojima, les années 80 françaises, Darren Aronofsky, je suis pas prêt. Mais moi. ça, c'est seulement #only in Ah, Popcast. bien sûr, bah Donc, oui, ça dit rien. n'hésitez pas. culturel, bordel. Voilà, mais c'est clair. Oui, j'ai vu Mother effectivement sur le tard et j'ai adoré. Alors, j'ai trouvé que c'est un objet cinématographique. C'est pour pas dire un film, c'est pour me le raconter. Hyper C'est des intéressant. hipsters, ça. Ah, bien sûr, bah évidemment, bah mec. Il n'a pas le man bun encore. Ouais, non. Et puis j'ai pas les cheveux bien. Bref, non, je trouvais ça hyper intéressant. Je suis rentré dans le film en moins de 5 minutes. Mais c'est, en fait, je vais reprendre ce truc-là, mais le fait est que c'est utilisé aussi. Il y a cette caméra aussi qui suit Jennifer Lawrence partout où elle est dans la maison. Parce que Paul. Ouais, l'épaule, ouais. Tout est dans la maison. Et elle a cette caméra toujours très proche d'elle, derrière elle ou à l'épaule, comme tu dis. Mais c'est pas tout le temps. Il y a des mouvements un petit peu différents et qui te fait croire que tu es une espèce de petit être lumineux avec elle, quoi. Et Tu et es c'est un pas petit être lumineux pour Jennifer Lawrence, c'est sûr. J'espère. Une sorte de fée clochette. Et
Et elle est bien à son avantage d'ailleurs au début du film, donc ça te met sur une espèce de grâce. Non mais c'est pour expliquer. Très bien. Non mais elle se lève, elle a une nuisette Transparente. transparente, tu vois clairement ses formes, mais je pense que Et il y avait- c'est à propos, hein, c'est clairement à propos, Oui, je dis pas ça. Mais il y avait, j'étais pas là. il y avait un tweet en fait qui était très drôle J'ai justement vu beaucoup sur, mieux de Jennifer Lawrence. il y avait un tweet qui circulait à ce moment-là sur ce passage du script bien. où en gros enfin c'était un faux script où du coup ça disait Jennifer Lawrence dans toute sa boobie resplendissante machin, où il disait en gros il faut qu'on voit ses boobs, il faut qu'on voit ses boobs parce que c'est quand même super gratuit quoi. Mais C'est un bon. peu gratuit, mais elle est chez elle, j'ai envie de te dire, elle est qu'avec son mari. Oui, ça oui, me- non mais bon. Ça me choque pas non plus, tu vois. Revenons sur le propos du film, Disons peut-être. Ouais, on va revenir Weinstein. carrément sur le propos du film. Donc ça commence. Éventuellement. Donc ça commence tout en volupté, effectivement, avec Jennifer Lawrence qui vit dans sa belle petite maison avec Javier Bardem. Tout est beau, donc. Et elle s'occupe de refaire la maison pendant que lui, il cherche l'inspiration, car c'est un poète pour écrire un recueil de poésie. Ou un ouvrage, on ne sait pas trop. c'est pas c'est un grave. écrivain. Il l'appelle le poète, Hmm. très vite dans le film. Donc, si c'est le poète, c'est qu'il écrit de la Poésie. poésie, n'est-ce pas? Est-ce que tu l'as vu en VF ou en VO? Je l'ai vu en VO. Ok. Ouais, respectez-moi un petit peu quand même. Mépris de classe, direct. Ah oui, il finira derrière le canapé au prochain podcast. C'est clair. Tu es remplacé par Derrière Aquaman Goku. la prochaine fois. Bref. Et en fait, il va arriver une personne, Ed Harris. Donc ouais, le casting est incroyable de ce film. Il va arriver Ed Harris, qui va un petit peu déstabiliser l'équilibre de la maison, surtout de celui de Jennifer Lawrence, qui du coup est Mother, on comprendra plus tard ce que ça veut dire. Et ensuite, il va y avoir sa femme, qui est Michelle Pfeiffer, qui va arriver. Ensuite, ses deux enfants, dont un est Domhnall Gleeson, donc ça va le casting, c'est bien tranquille. Et ces personnes-là vont créer une espèce de chaos en fait à l'intérieur de cette maison. Va s'en suivre la grossesse de Jennifer Lawrence et l'inspiration de Javier Bardem. Et là, on va avancer. Je vais pas aller plus loin parce que ce serait spoilé. On va avancer vers la fin du film, qui est un espèce de chaos jubilatoire. Enfin, pour le spectateur, pas du tout pour les protagonistes. Et c'est vraiment malaisant et en même temps hyper plaisant la façon dont c'est filmé. T'as vraiment l'impression de... Enfin, tu suis encore Jennifer Lawrence dans la maison qui ne ressemble plus à une maison. Enfin, c'est complètement délirant. Et les phases, en fait, on se rend compte en tant que spectateur que ça va pas vraiment dans une vie chronologique. Ça peut pas se passer comme ça, cette vitesse-là. C'est un peu irréel. Il y a une dose d'irréel comme ça qui te font comprendre que tu es déjà en fait dans l'allégorie complète au niveau du film et qu'il faut que tu ailles comprendre quelque chose derrière. Le film te le dit à partir de ce moment-là et va aller vers une fin qui, moi, j'ai compris. Après, j'ai été un petit peu voir pour... effectivement des lectures un petit peu plus approfondies. Donc, t'as pas compris, Pas compris. Ah, si, j'ai compris la référence biblique, s'il faut vraiment aller tapisser le truc, j'avais carrément compris la référence biblique. C'était le rôle précis de Mother que j'avais pas analysé vraiment très bien. Et Du coup, tu conseilles? je conseille carrément. Est-ce que tu conseilles à des gens comme moi qui aiment pas ce genre de film? Peut-être pas. Je le conseille. Peut-être pas, parce que c'est assez C'est violent. éprouvant, quoi. C'est éprouvant, ouais, exactement. C'est le mot qui me manquait. C'est éprouvant, je trouve par contre le casting il est incroyable. Clairement, j'étais transporté du début à la fin. Jennifer Lawrence, qui est pas non plus l'actrice du millénaire, est quand même assez convaincante. Arnaud me dit non, mais... Arnaud a une dent contre Jennifer. Lawrence. Ah ouais, bah je sais pas, moi je Non, du tout. trouve... elle est déjà charmante naturellement, et là elle est dans un vrai rôle, ça fait plaisir de la voir dans un Aronofsky. Aronofsky du coup qui prend une espèce de revanche en fait sur Noah, qui avait été pas une commande, mais où il avait brassé cet objet biblique un peu grossier, qui est le mythe de Noah et du déluge, et là en fait il prend clairement une revanche, et là il te fait la Genèse, pour spoiler un peu, tant pis. Ça vous empêchera pas de voir le film se dérouler, parce que c'est assez évident en fait que c'est la Genèse. Il y a un élément particulier. C'est pas juste la jeunesse, c'est toute la Bible en fait. C'est l'Ancien et le Nouveau En fait, Testament. oui, c'est ça. En fait, t'as la Genèse au départ et l'Apocalypse selon Saint Jean. T'as pas tout entre les deux non plus. Ouais, Non, t'as pas du tout même entre les deux. Tu passes de la Genèse à l'Apocalypse en fait, enfin, clairement. la figure de Jésus est quand même bien exploitée aussi dans. Oui, par c'est rapport à vrai, son c'est vrai, oui, sacrifice, oui, tout oui, ça. oui, oui. J'espère que les puissances supérieures vont me permettre de reprendre je les sens arriver, le contrôle de ce podcast. Reprends, je te donne, sinon je vais raconter tout le film. Mais juste 2 secondes pour apporter un contrepoids à Jay, c'est parce que je suis quand même d'accord sur beaucoup de points avec lui, sur le fait que C'est jubilatoire, tu me l'avais dit. que l'acting est que la technique est incroyable pour ce film, et notamment sur le dernier tiers qui est
dingue. Je sais pas si c'est du vrai plan séquence ou pas, mais il y a cette impression en tout cas Ça d'avoir me un plan paraît séquence. Et effectivement, en termes de démonstration technique, c'est un truc de malade. Ce que Aronofsky fait, moi, ce que j'ai quand même pas du tout aimé, c'est que justement, moi, ça m'avait donné mal à la tête au final, tu vois. Ah ouais. Surtout que je trouvais, bon, effectivement, que le message, franchement, je trouve la double lecture, notamment la lecture biblique, tu la comprends quand même assez vite. Et je trouve qu'il insiste tellement lourdement là-dessus qu'au final, ça devient pas aussi intelligent que ça veut l'être, tu vois. Et deux gros reproches que j'ai fait, c'est qu'au final, la scène d'introduction, vraiment le tout début, en fait, te donne déjà en fait comment ça va finir. Moi, et je trouve ça très dommage parce qu'au final, tu trucs et surtout une sorte de processus de répétition dans la construction narrative, c'est-à-dire que tu as vraiment, ils sont tranquilles, il y a des mecs qui des mecs qui arrivent dans la maison, ça devient de plus en plus le bordel, puis tu as un énorme moment de calme au milieu qui arrive justement à amorcer la deuxième phase. Et après, on reprend la même chose et on recommence dans exactement la même construction. Et à la fin, moi, ça me commençait vraiment à me saouler de voir toujours le même truc et de voir Jennifer Lawrence qui continuellement, par contre, fait qu'une seule chose, c'est de se dire, arrêter de dire aux gens d'arrêter d'envahir sa maison. Tu sais ce qu'elle représente, Jennifer Lawrence? C'est ce que c'est, Mother? Mais moi, j'ai compris le film des commentaires des gens sur Internet. Ouais. Tu vois, et bah, du coup, j'ai Manu, même pas il envie de devine voir, aussi la saison 1 de Westworld au bout de 3 épisodes. Donc, ta planète, elle est en train de te dire qu'il faut que t'arrêtes. Oui, mais bien sûr. Donc, clairement, aussi toute la fable écologique chaque seconde de son existence à te dire qu'il faut que t'arrêtes. Jennifer Lawrence, c'est pas chaque seconde du film à dire qu'il faut qu'ils arrêtent. Et personne l'écoute jamais. C'est aussi ça le truc, tu vois. C'est là où c'est au-delà du biblique. C'est qu'il y a aussi un peu une fable environnementale. Mais la fable écologique trouve sa limite presque dans la fin finale parce que. Bah. Encore que, Bref, allez. J'ai pas vu le film, mais du coup je connais tout, donc je le mettrai pas du tout. Oh non, mec, je peux dire que ça change rien, tu peux regarder, c'est colossal. Moi je l'avais. Moi j'ai compris, genre sans rien voir, et même en me connectant pas 6 mois sur les réseaux sociaux, j'ai compris. Alors Darren, voilà quoi. Sinon, si vous voulez chiller tranquillement au cinéma en ce moment, il y a Santa et compagnie, le dernier film d'Al Chabat que j'ai vu aussi et que je vous recommande, qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus sympathique, très familial. Il y a même un couple avec des enfants qui s'aiment et qui n'est pas dysfonctionnel, ce qui est de plus en plus rare au cinéma. Ça m'a mis quand même un petit peu d'espoir pour le futur. Et puis il y a le Père Noël et moi j'ai envie d'y croire, contrairement à la destruction de la planète ou au nouveau, ou à l'ancien d'ailleurs, peu importe, testament. Passons au débat et revenons dans une approche plus science-fictionnelle de la culture, quoique, puisque ça fait... On va parler d'un bel objet cinématographique. Est-ce que je pense qu'on potentiellement tient un très bel objet, en tout cas un objet très curieux. Un beau monstre. Puisque vous savez que Quentin Tarantino serait en train de développer un film Star Trek aux côtés de J.J. Abrams en tant que producteur. Et pour Paramount qui a priori s'est dit Star Trek 4 avec Chris Hemsworth qui revient, je sais pas. Par contre Tarantino qui nous développe un pitch et qui ferait du coup son dernier film, puisqu'il a dit qu'il ferait 10 films, et donc là il est sur son 9e qui sera consacré à l'année 1969 dans son intégralité, je ne sais pas comment c'est possible, mais peu importe. Donc 10e film Star Trek. C'est un à côté Star Trek, ouais. C'est comme réaliser un épisode de Est-ce que ce serait pas génial d'arriver en posant ses grosses coronets et en disant mon dernier film, c'est Star Trek? Il le tiendrait pas, donc ça sert à rien. Mais de toute façon, il le tiendra pas, ce sera juste son dernier film, c'est bon. Soyons sérieux 2 minutes. Oui, non, mon cher Claudel, ce sera jamais son dernier film. Je vais mettre mon phaser sur Kill, vous allez rien comprendre les titres. Lui, il va mettre son phaser sur Explosion, on va rien comprendre non plus. Mais n'importe quoi. Et donc, Quentin Tarantino pourrait réaliser un film Star Trek, pas tellement l'écrire, parce qu'il y a déjà un pool de scénaristes en fait qui seraient en train de travailler dessus, dans lequel on retrouve, oui c'est très étrange, Mark L. Smith qui a écrit The Revenant. Du coup, moi, ce qui me dérange un petit peu, parce que autant Tarantino qui ne réalise pas un film qu'il a écrit, ça donne True Romance, mais Tarantino qui réalise un film qu'il n'a pas écrit, ça donne Jackie Brown, qui est peut-être, à mon sens en tout cas, le moins bon des Quentin Tarantino. Vous pouvez m'envoyer des tomates si vous voulez. Non, c'est clairement vrai. Mais j'appuie ta démarche. Donc je trouvais ça dommage, parce que je me dis, au pire, il va développer son truc. Après, on aura un script de Star Trek par Quentin Tarantino, et du coup, ça sera toujours curieux, peu importe, même si c'est Steven D. qui derrière fait Star Trek, je serai là par Quentin Tarantino. Waouh, je suis dans le Mirrorverse. Malheureusement, Tony Scott n'est plus. Mais voilà, malheureusement, Tony Scott. Oh là là, arrête-toi, un Top Gun comme ça à la Star Trek avec Quentin Tarantino, ça aurait été plutôt classe. Alors Manu, je te trouvais très salé, tu nous parlais d'explosion, tu nous parlais de fuck, tu nous parlais de Samuel L. Jackson en Klingon qui dit I'm gonna kill motherfucker. Et du coup je me suis dit, est-ce que t'as envie ou pas je l'ai eu? Ah, tu l'as eu. Okay. Est-ce que t'as envie de ce film, Manu? Je sais pas. En tant que fan de Star Trek. Je ne suis pas capable de répondre. Parce que je suis fan de Tarantino. Aussi. Je suis plutôt fan de Star Trek aussi. Et je suis loin d'avoir tout vu, mais je suis fan de l'esprit en fait, de Star Trek de base.
et de Ouais, tout t'es ce pas que un j'en ai vrai vu. fan, du coup, quoi. Non, je suis pas. Non, mais on peut pas dire que. Non, mais clairement, je suis d'accord avec toi. Ok. Et la seule impression que j'ai, c'est que j'arrive pas à les coller, quoi. Je suis pas capable. Mais est-ce que c'est pas ça qui est génial? Mais Parce ouais. que oui, on l'a pas dit, mais enfin si, je crois que je l'ai dit, on a passé au débat de la semaine. Oui, c'est un débat, hein, on n'est pas tous d'accord. On n'est Moi, je pas trouve tous ça génial. d'accord. Mais moi, c'est comme d'imaginer un Star Wars par Taika Waititi. J'adore les deux, tu vois. Je sais pas si l'esprit va coller. Et Bah, franchement, moi, ce qui m'emmerde, pour faire une petite parenthèse, c'est que je vois très clairement un Star Wars par Taika Waititi, mais je l'ai encore plus mauvaise après ta petite blague sur Han Solo et Lord Miller, parce que tu te dis, c'est un peu quand même les mêmes sensibilités, ce serait C'est un peu dommage d'en foutage avoir de gueule, viré c'est des sûr. deux pour refaire exactement le même. Enfin bon, surtout après ces tweets plutôt bien salés sur le fait C'est de... le deuxième débat de la semaine. Débat dans le débat. du coup, en résumé, je suis pas sûr que le côté contenu de Star Trek s'adapte à un personnage complètement décontenu comme Quentin Tarantino, qui a un esprit. Toutes les parodies que tu faisais tout à l'heure, pour moi, ça représente Quentin Tarantino et ça s'adapte pas du tout à Star Trek, tu vois. Mais imagine, est-ce qu'il arriverait pas à... Tu vois, est-ce que le mélange serait pas juste savoureux, tu vois? Mais Parce qu'en moi, plus, je le on vois sait qu'il est plus. fan de Star Trek. Je le, C'est oui, ça, mais c'est oui, un mais vrai fan et de je le Star vois Trek. plus comme ces épisodes qu'il a pu faire. Il a fait des épisodes d'Alias, il avait fait des épisodes d'urgence. Je me demande s'il n'a pas fait les experts aussi, Il a fait les qui ont des côtés qui sont hyper collés à la série, avec des points exagérés à la Tarantino, des subplots qui font que ça colle au personnage. Mais je le vois plus comme ça, et pas comme un vrai film de Tarantino, comme un détournement d'une série. Mais je sais pas, j'arrive pas à appréhender l'objet, quoi. Ouais, mais est-ce que... Enfin, parce que, en fait, le problème à Hollywood, c'est qu'on arrive toujours à appréhender l'objet, tu vois. On se dit tout le temps, ils ont guignol sur tel script de tel machin parce que c'est à la mode. Alors que là, on a un objet qui est complètement, justement, insaisissable, mais c'est... Parce que c'est pas ce qui le rend génial, Moi, quoi. parce que j'en ai rien à foutre de Star Trek, je vais le dire honnêtement. Enfin, j'aime bien, mais comme ça de Ça a le loin. mérite d'être honnête. Ouais, bon, l'univers, je vois bien le ton en plus, ça Pas doit de servir sens. à plein de choses, je comprends qu'il y ait des gens qui aiment et tout, c'est cool. Et moi, j'en ai un peu rien à foutre que ce soit saccagé juste pour un film, à la limite, c'est pas Non, mais grave. rien ne nous dit que ça sera saccagé. Non, mais fait. en plus, et moi, ce qui m'intéresse, c'est que Tarantino sorte de son carcan à lui. Ouais. Ça, je trouve ça cool. Et j'espère justement qu'il fera pas comme toi, qu'il fera pas ça dans son esprit des bouts de série où il était pas vraiment sorti, où il faisait C'était le plus papy un peu. Ouais, directed ouais. by Tarantino. T'as vu, je suis là, c'est cool et tout. Et ça donnait du crédit aux séries, c'était bien, mais même si Alias, on n'avait pas trop besoin. Et là, ça l'éviterait de reprendre, comme on disait tout à l'heure, c'est tous ces acteurs, de refaire la même sauce, de les enfermer un petit peu dans des pièces, pour qu'ils discutent, pour liche ou pas pour liche, on ne sait pas. Tu vois, s'il sort de ça, qu'il est obligé, en plus il l'écrit pas, c'est plus forte raison, il est obligé de filmer des trucs. C'est là où c'est décevant parce qu'en fait, moi, Je sais pas. c'est un mec qui commence à l'étape de l'écriture. Du coup, si tu lui confies déjà un truc, Ça va pas au bout de l'idée, d'adaptation, C'est un peu bizarre, ouais. Ça risque d'être hybride bizarre. Ouais. parce qu'il avait dit qu'il aimerait bien faire un film de science-fiction, mais pour lui, il se sentait pas de faire un space-up ou un truc, ce serait resté sur Terre et dans un milieu vachement, justement, soit très urbain ou... Plutôt une dystopie, quoi. Tu vois, typiquement, ouais, des types enfermés dans une prison du futur, une connerie comme ça. On sait qu'il y a des fans de films carcéraux. Je voyais bien faire un film C'est de prison dans l'espace ou une connerie Des comme huis ça. clos, quoi, de toute façon. Voilà. C'est Mais- Un genre de lockout vénère. Mais là, ouais, c'est ça. Mais le Space Up version Tarantino, en même temps, pourquoi pas? Tu sais, il y a une espèce de jouissance dans les trucs de Tarantino, dans le dialogue, dans la construction de certaines scènes. mais les Tu te dialogues, dis, c'est pas lui qui les écrit, du coup. oui, mais il peut être invité à bricoler ses dialogues. Tu vois, les mecs lui font un C'est un vrai script. directeur, c'est un vrai directeur de plateau, Tarantino. Il fait pas semblant, c'est pas Ouais. Rodriguez, quoi. Je pense qu'effectivement, il sera pas juste sur le pur fonctionnariat. J'arrive. J'espère pas. J'arrive. Il faudrait que ça se passe mal, mais le mec est taquin quand même. Hein. Faut pas le faire chier, quoi. Il est bien sur ses productions à lui avec Non, mais avec c'est sa sûr- Team Weinstein, il était bien, mais là c'est clairement ça. Mais ouais, clairement en fait, des- c'est là où on n'a pas précisé, mais ça arrive dans un contexte très spécial, puisqu'il a toujours été produit par Weinstein. Weinstein, enfin, en tout cas, une fois qu'il a explosé. Et du coup, derrière. Reservoir Dogs, c'était lui. T'es sûr? Ouais. J'ai l'impression. Il me semble qu'en fait, Pulp Reservoir Fiction, Dogs. c'est certain. Ouais, mais il me semble que Reservoir Dogs, c'est Harvey Keitel lui-même qui a produit le film avec. Ah ouais ouais.
Mais alors après, Weinstein n'était peut-être pas de la compagnie qu'elle était à l'époque, et c'est peut-être pour ça que je fais un truc, mais si vous le savez, dites-le nous, précisez-le nous, sinon on regardera plus tard. Mais effectivement, ouais, il a toujours pu compter sur les deux frangins, et maintenant c'est un peu plus compliqué. Mais on sait qu'il y a plusieurs studios, que tous les studios a priori à Hollywood se sont battus pour le récupérer, et on peut comprendre pourquoi. C'est marrant que ça échoue avec Paramount, qui est sans doute pas le studio qui est le plus en forme aujourd'hui, et surtout sur une licence comme Star Trek. D'autant que moi j'avais entendu qu'il atterrissait chez Sony à la base. Mais... Et il est resté chez Sony, son prochain film, c'est toujours chez Sony a priori. Arnaud, t'en penses quoi? T'as pas entendu dans ce débat? Je suis un peu... le truc, c'est que je me positionne un peu comme Jay par rapport à Star Trek en tant que licence, c'est-à-dire que je connais vraiment pas bien, tu vois, et que je m'en contrefous aussi complètement, tu vois, je laisse ça à ceux qui l'apprécient. Mais c'est vrai que... Mais je l'aime donc. Hein? Non, rien. Oh, le mépris de classe. Oui, du mépris de classe, bien entendu, mais je retourne, tu vois... Mépris de classe, mépris de classe. Voilà, moi j'aime les années 80. Et d'ailleurs, Star Trek, c'est les années 60. Non, c'est un peu... Ouais, Il y a eu des années 80. Ouais, il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Du coup, même si mais après, je conçois très bien que le statut d'un réalisateur culte, quand même, avec une licence qui est elle aussi tout aussi culte, le rapprochement de deux entités comme ça dans la culture populaire, ça fait peur. Je pense vraiment, tu vois, parce que effectivement, je vois pas non plus. J'ai quand même l'imagerie de Star Trek, tu vois, je vois quand même à quoi ça ressemble. J'ai vu des films et tout ça. Et j'arrive pas à associer cet l'imagerie de univers. Tarantino, le montage, la musique, les dialogues, tout ça, le fait que ça soit censé être R-rated, je sais pas, ça colle pas. Non, après, si tu transposes, franchement, s'ils arrivent sur une planète et du coup il peut se faire son petit western sur une planète avec des arrêts ça reste de l'exploration. Why not, tu vois. Mais je trouve que faire un film, enfin de mettre le côté en fait Star Trek, le nom Star Trek à ce truc-là, tu vois, je trouve que du coup. Oui, mais est-ce que en fait le Star Trek de Tarantino, ce serait un film rated R avec des mecs qui sont libres et t'as la fédération qui débarque et ça inverse le truc, t'as les gars qui disent vous rejoignez notre planète, t'es enculé gros, bam, je te mets un pruneau dans le cul, on verra. Par contre, les mecs qui sont en train d'écrire le film, savoir qu'ils vont avoir Tarantino en réel, ça doit être jouissif, quoi. Ouais, bah je pense que non mais je pense que ça peut retourner complètement le truc Star Trek, le point de vue. Alors après, ça serait un petit peu dommage de finir sur un western spatial où au final c'est dans l'univers de Star Trek, tu vois, mais peut-être qu'il y a un délire là-dedans. Au final, c'est un truc... c'est con parce qu'on sait déjà que c'est un Star Trek movie, mais est-ce que ça aurait pas été génial de se dire putain, le 10e film de Tarantino sera un space-up et à la fin, boum, bah voilà, t'as le vaisseau de Star Trek qui débarque. Oh les gars, on vous embarque, vous faites quoi? Vous avez violé toutes les lois de la Fédération? Bah ouais, tranquille, man. Tu vois, mais... Est-ce qu'on connaît le rapport de Tarantino à Star Trek, par contre? Bah du coup, comme on disait, c'est un fan. La colère de Cannes, c'est l'un de ses films préférés. Et puis il connaît bien Abrams puisqu'il a travaillé avec lui sur Alias, donc... Il y a des liens quand même qui sont tendus, hein. C'est pas juste comme ça, arriver de but en blanc. Ça peut paraître surprenant parce que c'est deux franchises bien identifiées. Enfin, Tarantino, si une franchise à lui-même. Je crois que ça fait un moment qu'il exprime la volonté de faire ça aussi. Hein. Là, ça se concrétise. Mais je crois qu'avant Hateful Eight, il avait parlé de cette histoire de Space Up déjà. Ouais, peut-être. Ouais, c'est pas un peu... Après, ça reste une grosse licence avec un énorme potentiel et un mec qui sait exploiter, qui a du potentiel aussi. Donc... Ouais, et puis. On n'a pas rappelé un truc, c'est que j'ai dit que c'était le scénariste de The Revenant qui lead le pool de scénaristes, mais qu'à la base, c'est Tarantino qui a pitché un truc à Paramount, et Paramount ont dit ok, on va te le développer. D'accord. Moi, l'idée de base, c'est la sienne. Je voudrais juste lancer une mise en garde, c'est que ça serait pas le premier réalisateur vieillissant à commencer à avoir des mauvaises idées, quoi. C'est dur, hein, il a fait quand même que... il est vieillissant. Regarde sa tronche aujourd'hui, ça fait flipper. Hein. Ouais, mais bon, il est beaucoup plus jeune qu'Ariel Scott et il a fait 9 films, quoi. Tu vois. Enfin, 8 même. Je trouve que par rapport à son dernier film, je lui collerais pas une image vieillissante parce qu'il reste toujours très, très vénère dans ce qu'il fait, tu vois. Alors que d'autres, justement, se sont quand même ramassés à faire des trucs. Après, ce serait peut-être un mauvais délire d'arriver dans le cinéma de licence pour terminer une carrière, c'est peut-être pas... c'est ça qui m'ennuie un peu. Moi, je te cache pas que le fait qu'il était à côté des licences toute sa vie et que c'est un réalisateur de création originale... Il y avait ce côté-là qui était un peu sublime, quoi. Il y a des réalisateurs qui n'ont pas encore mis le pied dans les grosses licences et t'as toujours envie qu'ils fassent des films originaux et tu te dis, bah au moins, dans mon année, je vais voir ça et c'est ma lueur d'espoir. C'est un film qui se tire en un et puis je l'aime ou je l'aime pas et puis basta, quoi. Je suis pas obligé de la coller à tout ce que je sais, à toute ma culture populaire, à imaginer ce que ça aurait fait si cela ou si pas cela, tu vois. Puis on l'aura c'est quand peut-être même... un défi pour lui. Moi, je veux le voir faire le prochain reboot de Ghostbusters à la rigueur, tu vois. Ah non. C'est bon, laissez-moi tranquille. Bon, si on est dans la wishlist, un petit film avec Boba Fett qui s'est bien fait humilier, qui sort du sarlac en mode putain, la vie est dure, les mecs, je suis pas bien là, déjà j'ai plus de jambes, et hop, le gars. C'est pas grave, ils lui font des pattes à la Dark Maul. C'est ça, le mec arrive sur Tatooine, bon les copains, j'ai un plan, un dernier coup pour moi faire, et tu vois le c'est truc. Kurt Russell ou pas?
Ah bah Kurt Russell, obligatoire. Allez, c'est signé. Le Kurt Russell est obligatoire. Non, faudrait que ça soit un acteur latino, mais il en connaît quand même pas mal autour de lui. Non, pas latino, n'importe quoi, c'est Maori, Django Fett. Edward James Olmos. Jason Momoa. Jason Momoa. Non, mais les gars. Non, Edward James Carton, Jason Momoa. Edward James Ou alors Dwayne Johnson. Oh non. Parce que t'expliques que le sarlac ça le fait gonfler, tu vois. Le gars il ressort dans une armure. Le sucre de sarlac, il y a de la protéine pure en fait. En fait, ça m'a mis bien. C'est mon pote le sarlac maintenant. Ouais, voilà, le trailer, juste le sarlac qui sort et Boba Fett qui fait genre You know me. Kathleen, quand tu veux. Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir conclure ce podcast. Waouh, il a failli l'attraper en vol. Podcast 14, que j'espère que vous avez apprécié malgré l'absence d'Alex Lecoq, notre hôte habituel. Messieurs, merci d'avoir Qu'est-ce qu'on participé. rigole bien sans lui. Oh, Alex, Si tu j'espère dis que malgré, c'est peut-être grâce quoi. Ouais, c'est peut-être grâce, on ne sait pas. A priori, Jay. Ouais, il y a moins de mépris de là, c'est son côté un petit peu, tu sais, c'est le côté béret, la beubare, ça te met en confiance. Voilà, bon, moi j'entretiens le chaos. Quelque part, oui, j'entretiens le chaos, mais je vous donne quand même quelques petits rendez-vous à suivre. Nous allons bien sûr faire un podcast, comme je le disais tout à l'heure, à l'occasion de la sortie de Star Wars et les derniers Jedi en vidéo tous ensemble. Et puis puisque, comme d'habitude, dans les jours ou les semaines à venir, il y aura plein de choses qui vont tomber sur où Ryan Johnson va expliquer le moindre plot twist, le moindre effet spécial, la moindre scène, et ben on aura sans doute encore plus de matière à utiliser dans une semaine, voire à la rentrée. Donc on va laisser le temps à tout le monde de voir le film et à ce moment-là on fera un live, messieurs, vous êtes bien sûr invités si vous avez envie de participer, ça sera peut-être avec une équipe un peu plus étendue que la dernière fois où j'étais tout seul avec JB, donc l'occasion de nous poser des questions et puis vu qu'on sera à quelques semaines après la sortie du film, on pourra en parler en spoilant comme des grosses sarlacs. Voilà, d'ici là, j'espère que vous avez apprécié ce petit podcast et puis on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. A priori, il n'y a pas de problème pour la semaine prochaine. Il y aura un podcast 15 qui sera sans doute pas présenté par ma pomme, mais sans doute celle d'Alex Lecoq. Je vous fais des bisous. Hein ? Aquaman peut-être, il pourrait présenter. Aquaman pourrait présenter. Ouais. Il serait moins loquace, ça serait un petit peu dur de vous couper. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine sur le réseau Arts. D'ici, c'est vraiment de la balle, faites Marvel.